Bonsoir amis de Pépitor, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire. Comme d'habitude, on commence par notre petit disclaimer pour vous dire que dans aucun cas nous donnons de conseils dans nos émissions, mais ce sont juste des échanges entre passionnés. On vous rappelle ensuite que l'on a une petite boutique avec les produits Michael Landreau et Tino, et on finit avec le séminaire à Barcelone qui est plein. Et pour finir, alors la promo sur le salon, on a une promo jusqu'à dimanche minuit. Voilà, et on se retrouve tout de suite avec nos trois mousquetaires. Bonsoir, comment allez-vous? Salut. Salut Denis. Tout va Hello, bien? hello. Donc, Salut à tous. Ricardo en haut à droite, Pierre en bas à droite et Xavier en bas à gauche. Voilà, donc notre petite émission qu'on fait en fait tous les six semaines, on va dire, tous les 2 mois, À peu près. rencontre pas mal de succès. C'est un peu, c'est très sérieux, c'est un peu décalé avec ce qu'on entend un peu sur tous les marchés. Et puis, bon, on a les analystes avec Xavier Pierre, spécialiste de la macro et de la géo avec Richard. Donc voilà, bien content qu'on se retrouve pour faire un petit point sur la rentrée, savoir un peu ce qui s'est passé cet été et puis voir un peu les tenants et les aboutissants pour l'automne et l'hiver. On peut peut-être commencer par la grande question que tout le monde s'est posée pendant l'été. On était sur un trend de baissier depuis le début de l'année. Et puis, comme par hasard, le 15 juin, on n'a plus fait de plus bas. On s'est retourné et on est monté assez haut. Donc, la question que tout le monde se posait, c'était est-ce que c'est un retournement de tendance ou est-ce que c'est une consolidation? Et puis, 15 juin, arrêt de la baisse. 15 août, arrêt de ce mouvement haussier. Pour vous, c'était quoi ce mouvement haussier? C'était un retournement de tendance, une tentative, une consolidation? On pourrait Alors, demander à Pierre pour commencer. ouais, je veux bien commencer par prendre la parole là-dessus. Bah, effectivement, c'est. Alors déjà, je veux pas. C'est pas que je veuille nécessairement te jeter des fleurs, Denis, mais tu l'avais un peu annoncé que justement pendant l'été, généralement, la période estivale est traditionnelle pour la faiblesse de ses volumes. Il y a moins d'activité, etc. Et souvent, tu avais remarqué que les marchés se comportaient à l'opposé de la tendance de fond qui prévaut le reste de l'année. C'est exactement ce qui s'est passé, la situation que tu as décrite. Alors pour moi, elle peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Déjà, bah, comme tu l'as très bien signalé, on a eu un premier semestre très négatif quand même sur les marchés actions, sur les actifs à risque. On ne va pas revenir sur tous les leviers qui ont précipité justement cette baisse, mais on les connaît aujourd'hui, hein. Il y a eu notamment les problèmes géopolitiques, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période estivale, enfin, en tout cas selon moi, on a des marchés actions qui sont devenus, enfin, certaines actions qui sont devenues beaucoup plus attractives qu'avant, de par la décote qu'il y a eu pendant le premier semestre, et qui en plus étaient portées par une saison de publication des résultats relativement positive en Europe comme aux États-Unis. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a aidé à soutenir le sentiment de marché pendant la période estivale. Sauf que malheureusement, comme tu l'as dit, la persistance des leviers baissiers qui avaient emmené les marchés sur des plus bas pendant le premier semestre j'allais dire, est revenu sur le devant un petit peu de la scène. L'optimisme pardon, qui avait été apporté par la bonne saison de publication des résultats, qui était peut-être aussi un petit peu perçu comme un signe que les entreprises résistaient mieux que Mhm. prévu aux conditions économiques qui se détérioraient. Je pense que ce sentiment-là s'est un petit peu évanoui et que maintenant, bah voilà, on se rend compte que les leviers majeurs qui sont évidemment les risques politiques, la situation sanitaire en Chine, sur laquelle on pourra revenir avec notamment le lockdown de Chengdu, hein, une ville de 21 millions d'habitants Mhm. encore ce week-end, enfin cette semaine, pardon. On a évidemment les craintes inflationnistes, les craintes de récession qui persistent, pas mal d'indicateurs économiques qui commencent à donner des signaux un peu mitigés. Donc voilà, c'est un manque de confiance, je pense, des investisseurs. Le quatrième trimestre sera déterminant, hein, à mon avis, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Ça va être compliqué, il y a pas mal de rendez-vous importants. Et voilà, tout simplement, les investisseurs ont besoin de visibilité, surtout quand il s'agit d'investir sur des actifs à risque. Et quand la visibilité s'amoindrit, on a tendance à réduire la voilure et à sortir un petit peu de cash. Donc, on est un petit peu dans cette situation. On pourra également aussi parler du dollar Mhm. qui n'en finit plus de monter avec la hausse des taux aux États-Unis et qui a un impact
évident sur tous les actifs cotés en dollars, comme notamment les cryptos ou les matières premières. C'est ce que nous Donc, disait Carènière, en fait. Elle nous disait que ouais, les matières premières tombent, le gold tombe, tout tombe, et la seule chose qui tombe pas, c'est le dollar. voilà. Tout le monde Donc, va vers le dollar. évidemment, là, on a une rentrée sous le signe à minima de la prudence, voire même de la crainte chez certains investisseurs. J'ai l'Eurostoxx devant moi, on se rapproche tranquillement des plus bas de l'année, malgré la belle correction haussière qu'il y a eu justement pendant l'été. Donc, pour répondre à ta question, Denis, effectivement, techniquement parlant, en tout cas, je pense que Xavier me rejoindra là-dessus. Sur l'Eurostoxx, voilà, on a fait, enfin sur l'Eurostoxx, le DAX et le CAC, on a les mêmes comportements. On a eu affaire à un marché qui a fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut pendant l'été, mais avec de moins en moins de force. On a cassé un biseau ascendant. On a cassé de nouveaux supports. Là, on a un Eurostoxx aux alentours des 3485 ce matin au moment où je parle. Donc, on se rapproche tranquillement des plus bas de l'année. Voilà, tant que ces leviers majeurs ne changeront pas, la crainte des investisseurs persistera et des plus bas seront même à envisager, je pense, avant la fin de l'année. Donc, on démarre ce mois de septembre, cette rentrée sur les marchés, je pense, vraiment à minima, encore une fois, sous le signe de la prudence. Les investisseurs ont besoin de choses concrètes pour acheter des actions maintenant. Ouais. Et, si je peux juste rebondir aussi sur un truc que dit Pierre, c'est que je pense que le rebond, et à mon avis, Ricardo sera d'accord avec moi parce qu'on en a déjà discuté. Je pense que le rebond qui s'est matérialisé cet été aussi, il y a eu un gros excès de pessimisme, pardon, comme tu l'as dit, avec la guerre en Ukraine, et puis au final des résultats d'entreprise qui étaient très bons. On a eu un début de sentiment de marché qui disait en gros, l'inflation est passée aux US, enfin le pic de l'inflation est passé aux US. C'était ce que regardait vraiment, c'était la stat que regardaient vraiment tous les investisseurs, et puis ça a servi un petit peu de catalyseur psychologique, un petit peu de bonne nouvelle, même si ça n'en est pas vraiment une, parce que l'inflation restait très élevée. Ce qui a permis, donc ce cocktail a permis le rebond des marchés, et surtout qu'il y avait aussi beaucoup d'investisseurs en short. Et je pense que cet été, le rebond qu'on a eu, c'est un gros rachat de short. Parce que il n'y a pas eu des volumes énormes, il y avait vraiment toute la planète entière qui était en train de shorter, il y avait vraiment tout le monde qui était très pessimiste, et puis je pense que c'est aussi ce qui a expliqué ce rebond cet été. Et puis après, techniquement parlant, ceux qui s'intéressent et qui veulent vraiment regarder le graphe, vous regardez le point haut là de cet été, c'est vraiment, on est allé toucher la même 200 du CAC 40 et les plus hauts du 6 juin 2022 au point près quasiment. Et puis depuis chute en ligne droite, et on a perdu en 2 semaines, on a corrigé 75% du mouvement haussier, quoi. Les trois quarts du mouvement haussier, on les a déjà corrigés à la baisse. Et comme l'a dit Pierre, on est à 400 points, même pas à 350 points des plus bas annuels, quoi. Et la M200 du SP500 aussi. Aussi. Donc, c'est pas seulement nous, c'est vraiment au niveau général, quoi. Ah, c'est un sentiment global, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, c'est... Et quels peuvent être les leviers géopolitiques? On va partir sur notre première partie d'émission. Les leviers géopolitiques qui pourraient influencer de manière positive ou négative les marchés, Richard. Ah, la géopolitique. Toujours la même chose, toujours l'Ukraine. La macro, la géo, oui. En géopolitique, ouais, je pense que c'est toujours à surveiller puisque ce n'est pas le déclencheur l'Ukraine n'est pas le déclencheur des mouvements de prix, notamment sur le gaz, etc. C'était déjà avant, ça apparaissait déjà avant. Mais je pense que psychologiquement, s'il y avait une nouvelle, on va dire positive sur la guerre en Ukraine, pour avoir un effet rebond sur les marchés suite à ça. Le problème, c'est que est-ce qu'on va l'avoir? Moi, il y a des petits éléments qui me font dire qu'il faut commencer à regarder les choses avec toujours regarder le futur. Il faut toujours se faire des scénarios. Et alors, tu sais que moi, j'étais assez sûr que la guerre allait avoir lieu en Ukraine. Aujourd'hui, Oui. je pose la question, elle va durer combien de temps? Ouais. J'ai un petit truc qui est apparu, que j'ai vu passer là, il n'y a pas longtemps, qui me fait dire qu'il faut quand même envisager l'idée, peut-être d'une fin. Mais quand, on n'en sait rien, dans 6 mois, avant l'hiver, faut bien penser à l'hiver. N'oublions pas que là-bas, c'est pas les hivers de chez nous, quoi. Hmm. C'est des hivers très différents.
Donc, je suis en train de me dire, est-ce que les Russes sont pas en train de préparer un hiver alors, qu'est-ce qu'ils préparent comme hiver? J'en sais rien. Faudrait regarder qu'est-ce qu'ils ont fait dans les autres guerres. Est-ce qu'ils ont attaqué en pleine à moins 20 degrés? Est-ce qu'ils bombardent ou pas? Enfin, à moins 20 degrés, je pense que tout ce qui est matériel militaire, il y a un impact dessus, quoi. Enfin, tout bêtement. Est-ce que les tubes des canons sont pas. Voilà, quoi. Et est-ce qu'ils vont Ouais. pas s'arrêter? J'en sais rien. Il y a un élément qui me fait dire, faut l'envisager, il faut regarder, c'est ce qui se passe en Serbie. Alors moi, je sais que tout le monde a voulu parler de Taïwan, mais moi, enfin, je suis clair sur Taïwan. Pour moi, un jour, Taïwan sera envahi par les Chinois, mais pour moi, c'est pas aujourd'hui. Ouais. C'est pas pour maintenant. Et vous m'avez jamais vu parler de Taïwan en ayant peur de Taïwan. Moi, personnellement, enfin, moi, ça m'a fait un peu rire quand Pelosi, que personne ne connaissait Mais ouais, mais 3 jours avant, c'est la guerre nucléaire qui est annoncée. Enfin, moi, j'étais en train de regarder ça, excusez-moi, mais enfin, c'est vraiment du blabla de médias, quoi, de C'est un journalistes. peu ce que disait Xavier hors antenne, c'est les réseaux sociaux, il faut faire le buzz, quoi. Enfin, voilà, mais il n'y avait rien. Si par contre Biden allait là-bas, là par contre, là, ce serait un acte politiquement grave ressenti par les Chinois. Les Chinois, ils s'excitent, les Américains aussi, mais enfin bon, il ne s'est rien passé. Et puis la preuve, il ne s'est rien passé. Et ça Ouais. continue à s'exciter. Mais pour moi, il ne se passe rien. La Serbie, enfin, je vais revenir pourquoi je parle de la Serbie. Je parle des Serbes en général. Parce que c'est un peuple slave qui est très très proche du peuple russe et c'est historique. Et c'est des sangs chauds. Ils cherchent à castagne. Ils sont comme ça. Alors parfois, il ne faut pas faire la géopolitique compliquée pour comprendre les choses. Les Serbes cherchent la castagne parce que les Russes sont partis à la guerre. Et il y a un élément là. Alors, certains ont dit oui. Enfin, d'ailleurs, il est passé dans l'émission, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai plus son prénom, enfin bref, on s'apprécie et on se parle un petit peu sur les réseaux. Et j'ai dit, mais la Serbie signe un accord de libre circulation. Joël, ça doit être Joël. Ça doit être Joël. Voilà, Joël, merci, parce super, qu'il est d'origine croate et il suit de très près ce qui se passe dans les ouais, anciennes. et salut Joël, d'ailleurs. Et je vois un truc passer, les Serbes. Alors, il faut savoir que les Serbes, depuis 2-3 mois, cherchent la merde avec les Kosovars Ouais. sur des histoires de plaques d'immatriculation. Enfin, c'est un truc un peu complètement. Franchement, ça ressemble à rien. Comme quoi, on est vraiment dans le belliqueux, quoi. Voilà. Et là, ils ont un accord de libre circulation. Ils se sont mis d'accord sur les fameuses plaques d'immatriculation. Enfin, voilà. Donc, il y avait deux solutions dans cette histoire. Soit Poutine poussait les Serbes à dire bon, bah, allez-y, allez à la castagne. Et on vous soutiendra, sachant qu'il y a la Moldavie qui a quand même des Transnistria, troupes ouais. militaires russes en Transnistrie. Enfin, voilà. Donc tout ça, c'est assez voisin. Et les Serbes avaient deux choix. Ils avaient le choix d'aller dire je vais à la baston contre le Kosovo, sachant qu'en 99, l'OTAN avait déjà bombardé Belgrade à cause du Kosovo. Soit, et donc ils y allaient, et ils savaient que de toute façon, c'était là, on déclenchait et on étendait la guerre. Soit on avait la décision des Serbes de dire on calme le jeu parce qu'il y a une autre envie des Serbes, qui à mon avis sera compliquée, c'est de rentrer dans l'Union européenne. Donc ils sont vraiment tiraillés entre leur amitié ancestrale avec les Russes et cette envie économique, parce que finalement, vous regardez bien la carte, ils sont à peu près encerclés par l'Union européenne, cette envie économique d'aller dans quand même une zone économique très porteuse pour eux. Et la décision, finalement, à travers cette petite décision de calmer le jeu sur cette histoire de plaque d'immatriculation, prouve que au plus haut niveau serbe, on ne veut pas l'ascension, on ne veut pas monter, on ne veut pas aller vers la guerre, on ne veut pas aller vers la castagne. Et donc, on se retrouve dans une situation où ce petit élément-là me fait dire, est-ce que nous n'avons pas un début de recul du caractère belliqueux des Slaves ? Puisque faut parler ethnie, hein, les Slaves ont envie de guerroyer, et là on a un petit signe, un signal faible, qui dit peut-être que on va peut-être pas y aller, quoi. Et si les Serbes y vont pas, ça veut dire que peut-être qu'on n'est pas loin de la fin en Ukraine. Ça, c'est intéressant. Et une question surtout, est-ce que nous, en Europe, on peut se payer un hiver avec une guerre russo-ukrainienne ? Bah, c'est la question, mais on ne pourra pas répondre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a eu un élément qui pouvait être ascensionnel dans le caractère guerrier en Europe, et il n'est pas arrivé. Ouais, Donc ça veut n'a pas eu calmer le lieu. jeu. Ouais. Ouais, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, l'Ukraine tient
parce qu'elle reçoit des armes d'un peu tout le monde. Et si nous, on dit, bon, bah, c'est bon, on donne des armes à l'Ukraine, mais nous, on se tire une balle dans le pied avec le gaz, est-ce que, justement, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on peut se payer un hiver avec une guerre russo-ukrainienne pour que la guerre russo-ukrainienne... On peut dire, on arrête d'envoyer des armes, et puis maintenant, il faut que vous fassiez la paix, parce que sinon, nous, on va être très très mal, parce que si on n'a pas d'énergie, l'industrie allemande ne peut pas tourner. Il faut envisager l'accord de dernière minute entre l'Europe et la Russie. Mais c'est ce qui... il faut l'envisager. Je crois que c'est clair. Hein. Il faut l'envisager. Je ne dis pas qu'il va avoir lieu. Moi, je ne pense pas. Mais il peut avoir lieu. Alors, pourquoi je ne pense pas ? Parce que les remplissages des stockages de gaz qui viennent des États-Unis en GNL ont été remplis beaucoup plus vite. C'est-à-dire que la puissance de livraison, malgré des problèmes qu'il y a eu aux États-Unis avec une usine de livraison qui avait pété, je ne sais pas quoi, on a été livré beaucoup plus vite que prévu. Ce qui veut dire que la capacité à alimenter les réserves de gaz en Europe sans les Russes est possible. Du coup, le Russe se retrouve dans une situation où, merde, il arrive à être livré. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut l'envisager. Et je vous le dis, sincèrement, je ne crois pas dans les coupures de gaz et d'électricité cet hiver. Je n'y crois pas un centimètre. C'est clair. Je n'y crois pas. Je serais un peu moins sûr sur cette question parce que des coupures d'électricité, ça reste. Après, souvent c'est local, mais ça reste quand même assez fréquent en hiver. Je veux dire, ça fait des années où on a un peu cette récurrence en France, où on a un peu des problèmes de coupures dans certaines localités, certaines zones géographiques. Et après. Justement, tu dis certaines zones géographiques, certaines localités. Est-ce que c'est impactant sur l'ensemble de l'économie de la zone ? Disons que c'est quand même peu probable qu'on ait à mon avis, hein, c'est quand même peu probable qu'on ait, une situation semblable, une situation énergétique, des niveaux de stock, etc., semblable à ce qu'on avait l'année dernière. Moi personnellement, j'y crois pas du tout parce que pourquoi tout simplement, je veux dire, c'est quand même, on a quand même un discours, le discours des dirigeants qui est quand même assez explicite par rapport à ces questions. On sait que ça va être dur. On sait que ça va être dur partout en Europe. Moi, je sais pas. Ça me paraît quand même assez évident. Et je vois pas les dirigeants. Je vois pas les dirigeants aujourd'hui. Je vois pas les politiques tenir ce genre de discours. Si vraiment il y avait pas on était sûr là maintenant qu'il y aurait pas de problème cet hiver. Parce que je pense que là, les gens, ils seraient vraiment. En fait, je pense que t'as beaucoup de confiance en nos politiques, Xavier. Hein. Non, mais justement, je vois pas. En fait, justement, j'essaie de me mettre à leur place et je vois pas où est l'intérêt Enfin, pour moi, ils auraient beaucoup plus à perdre en tenant le discours de tout va bien et que ce soit la merde cet hiver que de tenir le discours de c'est pas bien et que ça va pas là maintenant et que ça aille pas cet hiver non plus, quoi, tu vois. Ouais, mais on est dans un cycle là. Moi, je vois par exemple, je vais prendre un truc des problèmes météo. Quand tu as des grosses chutes de neige et qu'on ne prévoit pas qu'il y ait des grosses chutes de neige, tout le monde gueule. Ouais, on aurait dû dire, on aurait dû fermer la route, etc. C'est quoi ce bordel ? Alors maintenant, on est dans l'inverse. On dit presque tous les jours, il va neiger, et plus personne prend la voiture et il neige pas en fait. C'est-à-dire qu'on on fait trop attention et par rapport à ce qui peut se passer. Pour moi, c'est exagéré. On est effectivement dans ce que dit Tony. Pour moi, on est dans l'exagération. Je me permets d'enchaîner sur la notion de coupure d'électricité ou de coupure de gaz. J'ai travaillé dans une usine entre les gens de la région connaissent. C'est une usine Lafarge, la plus grosse cimenterie d'Europe. Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'y ai bossé, donc je connais les chiffres. C'est un train de charbon par semaine. C'était dans le four pour chauffer ce fameux clinker qui fait le ciment. C'était 7 tonnes de pneus. Les pneus de nos voitures finissent dans les fours des cimenteries parce que ça a une capacité calorique très forte quand ça brûle. Et donc, c'était 7 tonnes heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui rentraient dans le four en pneus. Et en plus de ça, il y avait besoin d'électricité. Et écoutez bien, la ville de Laval, c'est 80 000 habitants. Eh bien, cette usine seule consomme l'équivalent de la ville de Laval. Oh là là. Ouais. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que si tu arrêtes de manière sur 1 ou 2 heures, à 18-20 heures, au moment où il y a pas mal d'électricité nécessaire pour les particuliers, tu fais passer les pics de consommation partout. Donc, si tu veux, tu arrêtes, alors je sais pas, une raffinerie à droite, une cimenterie à gauche, etc. Et il n'y aura pas de problème. Il y aura des problèmes sur des grosses industries lourdes. Basta.
et l'EDF ou enfin les États, parce que c'est l'Allemagne qui a le plus de problèmes, paiera et indemnisera ces sociétés-là. Et il faut savoir que des sociétés comme Lafarge ou des sociétés comme, je sais pas, Total, etc., ils gagnent plus d'argent à faire de la pseudo-écologie, à brûler des pneus pour Lafarge, et puis peut-être Total de stopper sa raffinerie pendant 2 heures. Ils gagneront beaucoup d'argent parce qu'ils seront indemnisés. Donc, si tu veux, moi, j'y crois pas à ces histoires-là. On fait peur aux gens, mais tout est en train d'être mis en place. Et pour moi, il n'y a pas de risque systémique. Je me trompe peut-être, parce que s'il y a blackout, dira Ricardo, il s'est planté. Bah oui, ça m'arrive de me planter. Mais moi, je ne vois pas les éléments qui font aller vers ce blackout. Parce que j'ai une expérience de vie qui fait que j'ai découvert ces trucs-là et je me dis que ça va servir à ça. Et c'est comme ça que ça fonctionnera à ce moment-là. C'est mon avis. On soit d'accord. Non, mais là où je suis d'accord, non, vraiment, juste pour finir, là où je suis d'accord avec toi, c'est que je pense que la situation est disproportionnée par rapport à ce qu'elle est vraiment. Mais elle est quand même pire que ce qu'elle était, et elle sera quand même pire que ce qu'elle était l'année dernière. Et après, c'est pareil, tu parles de on peut couper pendant 2 heures une raffinerie ou je sais pas, n'importe quoi, une cimenterie ou j'en sais rien. Je serais un peu plus nuancé sur la question, parce que pour avoir aussi un peu bossé avant d'être vraiment dans la bourse et tout ça, dans ce genre, d'avoir fait des études un petit peu là-dedans, il y a je sais que une centrale, n'importe quoi, une raffinerie, tu l'arrêtes pas comme ça 2 heures. Enfin, je veux dire, après, c'est un coût colossal. Oui, il faudra choisir. Ils choisiront des processus industriels qui peuvent être stoppés. Il se trouve que la cimenterie est un mauvais exemple parce qu'une cimenterie ne peut pas s'arrêter. Voilà. Non, mais exactement. Ce que je veux dire, c'est que, comme tu le dis, ça va être, je pense, j'ose espérer que ça va être, si coupure il doit y avoir, si pénurie il doit y avoir, ça va être à peu près organisé. Mais de là, bon, après, c'est avoir une confiance aveugle en le gouvernement et tout ça. Alors, bon, ça, je sais pas. Mais en tout cas, après, un autre fait, je veux dire, ça, c'est quelque chose d'évident aussi. Là, c'est pour l'instant, à l'instant T, il y a la moitié des centrales en France qui sont à l'arrêt, quoi, la moitié des réacteurs. Et ça, c'est pas, disons, c'est une perte qui est pas négligeable. Alors après, est-ce qu'on prend tout en compte, le gaz, l'électricité? Est-ce que on regroupe ça dans un gros seau et on en fait, je veux dire, on en fait qu'une seule question? Je sais pas. Je pense que ces questions-là, il faut les diviser et les traiter une par une. Le gaz, c'est pas pareil que l'électricité en France, etc. Mais moi, je reste persuadé que cet hiver, ça va être un bordel monstre, quoi. Deux petits trucs. Alors d'abord, nous en Espagne, le gran apagón, ça veut dire que la coupure électrique généralisée, c'est annoncé depuis les politiques depuis 2021. Ça fait d'ailleurs peur à tout le monde parce qu'on parle de coupure d'Internet, coupure de banque, enfin de perte de données, etc., etc. Mais il n'y a rien à voir avec la coupure qui était maintenant, mais on en parlait déjà depuis 2 ans. Et le deuxième petit truc, c'est qu'on a l'exemple avec la Californie, en parlant hier avec Karen, qui me disait que régulièrement, presque tous les jours, on a 3 heures de coupure d'eau et d'électricité là-bas, quoi. Parce que l'infrastructure américaine est délabrée totalement. C'est ça, parce qu'elle a été privatisée, elle est complètement délabrée, et on est obligé de faire des coupures. Bon, on peut déjà voir un peu ce qui se passe, même s'il ne doit pas y avoir beaucoup à part l'industrie du bikini, il ne doit pas y avoir grand-chose en Californie, pour voir un peu ce qui peut se passer. T'as un truc qui s'appelle la Silicon Valley, Denis. Oui. Ouais. Accessoirement, hein. Accessoirement, mais c'est pas très important, je sais. Ouais, mais c'est pas un four, c'est pas un four qui demande tant de, enfin, c'est pas de l'industrie lourde, je veux dire. Attention, excuse-moi, pas les serveurs, mais les grands data centers, ça consomme énormément. Ouais, mais tu peux avoir des ondulateurs et des trucs comme ça, mais un ondulateur sur une cimenterie, on en repart. Hein. Oui, on est d'accord. En tout cas, moi, c'est ça que je voulais dire sur un sentiment. Je commence à. C'est vrai. À basculer. Hein, c'est vrai. Moi le aussi. pessimisme de début 2022, je deviens un peu moins pessimiste. On est assez d'accord là-dessus, Richard. Hein, on était d'accord au début de l'année qu'on voyait noir. Et moi, c'est pareil. Hein, je commence à voir gris. Voilà, c'est un gris foncé. Lueur dans le noir. Alors que moi, c'est un peu l'inverse, je dois vous avouer. Hein. J'ai commencé l'année un peu positif en disant que bon, pour l'instant, il n'y avait rien. Enfin voilà, il n'y avait pas encore de. Je croyais même pas à la guerre en Ukraine, tout ça. Et au final, je m'aperçois en fait, c'est surtout les conditions monétaires, moi, qui m'inquiètent le plus. Hein. Ouais. Mais bon, ça, on reviendra dessus après. Mais effectivement, c'est bien. C'est ça qui fait un peu le charme de cette émission, c'est qu'on arrive un peu à changer, à basculer un peu nos avis. Et
Alors, je vais quand même modérer un peu ce que j'ai dit sur l'Ukraine, parce que les gens ne repartent pas avec l'idée que ça y est, c'est la fin de la guerre. C'est juste un signal positif qui donnerait envie peut-être et qui dirait qu'il ne va pas avoir d'ascension. Par contre, il y a un autre truc, moi je trouve que c'est assez extraordinaire. Odessa. Donc Odessa est quand même en tenaille. Si on regarde géopolitiquement les choses, on a la Transnistrie avec des troupes russes à l'ouest. Et on a les troupes russes à Kherson qui sont à l'est. Donc voilà, il reste 100 bornes, je crois, à faire pour qu'ils y aillent. Alors, est-ce qu'ils vont y aller avant l'hiver ou pas avant l'hiver? On ne sait pas. Et il se trouve qu'Odessa, moi j'ai découvert ça. Odessa, c'est une très très belle ville. Et il y a une demande du gouvernement ukrainien pour qu'elle devienne patrimoine de l'humanité. L'UNESCO. Et l'UNESCO a soutenu la demande et ça vient d'apparaître. Et j'ai dit, ah, donc c'est bien Odessa qui est objectif. Et ça correspond à ce que disait Xav il y a maintenant un certain temps, où tu pensais qu'ils allaient prendre toute la ceinture, toute la partie qui est en. Tous les ports d'Ukraine vont être pris par les Russes. La question, c'est combien de temps ils vont mettre pour faire ce travail-là. Mais pour moi, ça devient angulaire. Donc, la grande question, c'est ça, c'est Odessa. Donc, les Européens, la bien-pensance occidentale, l'UNESCO dit on va donner, ça va être patrimoine de l'humanité, je sais pas quoi, en espérant peut-être pas la bombarder, mais je pense pas que Poutine en ait quelque chose à faire. Oui. S'il veut bombarder, il ira. Mais donc ça va à l'encontre un petit peu de ce que je viens de dire. Donc il faut qu'on observe ces deux choses-là. Est-ce qu'ils attaquent Odessa? Et s'ils prennent Odessa, pour moi, c'est la fin. Enfin, pour moi, ce serait la fin. Et si ça se passe mal, c'est la Moldavie qui rentre dans le truc, mais la Moldavie n'a pas d'armée, donc je vois pas comment ils peuvent faire. Mais ça s'arrêterait là. Et ce serait la fin de la guerre. Et la question, c'est quand? Voilà. Donc voilà, je balance des trucs, démerdez-vous. Mais voilà, pour mettre un peu de modération sur la gravité des choses, il y a quand même des gens qui meurent tous les jours là-bas. Oui, ouais, non, c'est sûr. Et puis c'est quand même un problème. Moi-même au début, comme je disais, je pensais pas qu'on tirait une seule balle. Et puis au final, après, on pensait que ça allait être une guerre éclair, etc. Et puis là, ça fait des mois. C'est comme tu dis, Ricardo, c'est compliqué de prévoir quand est-ce que ça va se finir. Mais en tout cas, c'est intéressant ce que tu as dit sur Odessa. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est peut-être plus près de la fin que du début. Peut-être. Peut-être, ouais. À moins qu'il y ait vraiment un fait de jeu, quelque chose de. Voilà, mais ouais, j'aime. Oui. C'est vrai. Intéressant. Mais ce serait un signal. Imaginons que ce signal apparaisse de fin de guerre ou de début de la fin, ou juste le début de la fin serait un contre-pied de marché assez intéressant. Ça pourrait être le signe blanc, entre guillemets, alors. J'ai une question pour toi, Ricardo. Tu disais que ce qui se passait un petit peu sur les marchés des comos, avec notamment le gaz, etc., c'est des problèmes qui existaient, qui étaient déjà antérieurs finalement à ce qui se passe en Ukraine. Est-ce que tu penses que, voilà, si on arrive à avoir des preuves concrètes, qu'on s'approche vers une fin du conflit armé, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur ces marchés-là, sur le prix du gaz naturel, voire même le pétrole, Fondamentalement non, mais psychologiquement. Il peut y avoir une réaction. Ouais. Psychologiquement, oui. Et la bourse, c'est la psychologie, de toute façon. Ouais. C'est complètement décorrélé de l'économie. Fondamentalement, il y a un problème d'énergie, de distribution d'énergie qui apparaît de plus en plus, mais qui est très ancien. Enfin, et puis bon. Moi, je veux bien qu'on parle géopolitique, mais à un moment donné, la géopolitique, va falloir l'associer au réchauffement climatique. Et même si ça ne plaît pas aux gens, je vois qu'à chaque fois qu'on parle de réchauffement climatique, on a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, mais ils ont le droit de ne pas l'être. Mais à un moment donné, quand tu as un réchauffement, une sécheresse comme on a vécu en Europe, qui fait que le cours du Rhin est au plus bas, que la Loire est quasiment à sec, enfin, elle n'est pas à sec, j'étais la voir, elle n'est pas à sec, mais elle est quand même très basse. Tu te retrouves avec une problématique des centrales nucléaires. Est-ce que c'était la bonne idée de les mettre sur des grands fleuves, vu ce qui se passe parce que là, c'est la première année qu'on le vit, mais si on écoute le GIEC un petit peu, il faudra peut-être écouter un peu les scientifiques un jour, parce qu'ils ont tout annoncé. On va vers des fleuves à sec. Ouais. Ah bah clairement. Donc l'énergie nucléaire n'est peut-être pas la bonne. Pourquoi on a fait, comment elle s'appelle, celle qui n'est jamais réussi à être ouverte, la Flamanville? Pourquoi elle était faite au bord de la mer? C'est parce qu'on sait déjà que les fleuves, c'est pas une bonne chose. Et aujourd'hui, il faut associer ça parce que, évidemment, le problème énergétique que ça va provoquer, c'est des conflits. Si vous regardez, vous tapouillez vite fait sur Google, vous voyez la guerre de l'énergie, mais vous voyez aussi la guerre de l'eau. Il faut savoir que Israël, c'est les guerres, et notamment le conflit du Golan avec la Syrie, c'est qu'une histoire de guerre d'eau.
Intéressez-vous à ça, vous verrez. Et on va dire, il y a beaucoup de conflits qui sont créés à cause de ressources qui disparaissent, qui sont devenues rares, etc. Et on parlait la dernière fois de la Turquie avec leur histoire de terres rares, mais l'eau, ça va être hyper important, et pour les centrales nucléaires, c'est super important. Et il y a plein de choses comme ça qui font que on ne peut pas dissocier, on ne peut plus dissocier, et on n'a pas le droit de le faire, dissocier un réchauffement climatique qui provoque des changements de ressources et qui provoque des comportements géopolitiques différents. Complètement. C'est parce que c'est des enjeux qui, voilà, ça provoque des comportements géopolitiques. Ça ouvre de nouveaux enjeux, effectivement. Par contre, cette histoire comment dirais-je, de transition énergétique joue un rôle clé aussi dans ces relations internationales. Et c'est vrai que, bon, malheureusement, tu parlais des centrales nucléaires. Enfin, voilà, hein, là, je vais peut-être m'attirer quelques rageux, mais à ce jour, ça reste la méthode la plus propre. Je suis d'accord. La plus écologique, en fait. Mais moi, je suis complètement d'accord. Parce que mais le problème, c'est où est-ce qu'on les a posés? Oui, ça c'est encore une autre histoire, effectivement. Et on n'a pas pensé, dans les années 70, quand on a fait le parc nucléaire, on n'a pas pensé qu'un jour les fleuves pourraient être à sec. Ouais, mais attends, Richard, c'est pas parce qu'on a eu une année de sécheresse comme en 2006, comme en 87, comme une fois tous les 20 ans, que tous les ans on aura une année de sécheresse. Non. Les phénomènes de sécheresse accélèrent et sont de plus en plus fréquents. De plus en plus fréquents. De toute façon, c'est ce que le GIEC prévoit. Hein. L'accélération des phénomènes un petit peu extrêmes. Vous avez vu qui c'est qu'il y a au GIEC? Vous avez vu les noms, les diplômes qu'ils ont? Regardez. Puis, si moi je peux juste apporter parce que c'est une question qui moi m'intéresse beaucoup, et j'ai personnellement moi j'ai mon petit frère qui travaille vraiment dans l'industrie nucléaire, donc c'est des questions dont on discute beaucoup. C'est vrai qu'en fait, pour le coup, ce qui s'est passé là cet été par rapport aux centrales nucléaires, c'est qu'en fait il y a pas eu un manque d'eau pour refroidir les réacteurs. Trop chaude, ouais. Voilà, c'est plus une question de température qui fait que du coup, on n'avait pas, on pouvait pas refroidir, on pouvait pas produire au maximum des capacités, ce qui est logique par rapport aux normes. Sinon, ça veut dire qu'on rejette de l'eau à 35 degrés. Si on avait voulu le faire, on aurait pu le faire, produire à 100% des capacités, mais dans ce cas-là, on aurait rejeté de l'eau qui aurait été trop chaude, et on respectait pas les normes. Alors après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est pas un non-sujet? Pour moi, ça l'est, parce que en été, c'est pas là où tu as besoin le plus d'énergie, notamment, c'est pas là où les centrales sont censées pouvoir produire à 100% de leur capacité tout le temps, alors que en hiver, en théorie, on peut quand même se dire que même s'il fait pas 0 dehors et qu'il fait 10, on a des températures qui sont suffisamment basses pour pouvoir produire à 100% des capacités électriques. Par contre, autre point d'attention, tu vois, je discutais encore avec lui cette semaine. Il disait, parce que nous, on a la chance dans ma famille d'avoir des gens qui sont très marqués, un petit peu écologistes, anti-nucléaires, et des gens qui sont plutôt marqués. On comprend ces questions-là, mais pour nous, le nucléaire, ça fait partie de la solution, ce qui est mon cas. Et on disait, oui, mais regarde, en Allemagne, ils n'ont pas de nucléaire, ils réouvrent des centrales à charbon. Et du coup, on a les autres personnes dans ma famille qui répondent oui, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. Et après, on nous ramène oui, le problème du nucléaire, c'est que du coup, on peut pas les refroidir parce que les fleuves sont bas. Ouais, mais les centrales à charbon, tu les refroidis comment? Avec des bons sentiments? Tu vois, c'est tout. C'est un peu, tu vois, c'est un peu je sais pas. C'est pour moi le nucléaire dans ma tête, ça fonctionne en fait tellement bien dans un système capitaliste tel qu'on le connaît, qu'en fait tous les gens qui sont un petit peu anti-système sont forcément contre le nucléaire. Pour moi, c'est évident que le nucléaire fait partie de la solution, malgré les risques. Faudrait regarder, hein, mais je veux dire, en quoi il y a eu 3 accidents graves. Il y a eu deux. Et encore, les accidents, c'est Fukushima, c'est la faute à personne. Hein. Voilà, et puis Tchernobyl, c'est une volonté politique de ne pas arrêter la centrale alors qu'il y avait toutes les alarmes rouges, quoi. Non, mais je me permets quand même de te dire que Fukushima, c'est pas la faute à personne. Quand on construit des centrales nucléaires sur des failles sismiques, c'est encore un comportement de l'homme qui ne considère pas la nature. Point.
Non, mais Richard, je suis d'accord avec toi. Il y a forcément des erreurs. Non, mais il y a des erreurs. Il y a des erreurs humaines. Il y a tout ce qu'on veut. Il y a les risques. Il y a les risques à prendre en compte. Mais je veux dire, c'est évident qu'aujourd'hui, le meilleur rapport gain sur risque que tu as pour assurer la croissance, comment dire, la demande en électricité qui va être monstre avec une croissance démographique qui est monstre et qui va entraîner une demande en électricité dans des pays qui se développent de plus en plus. Je veux dire, moi, ce qui me fait chier dans ma tête, c'est de me dire que là, en France, on est un peu dans une politique où on dit bon, il y a encore 15 ans, il y a encore 20 ans avant qu'on vende Alstom, on était, je veux dire, c'était encore un des seuls secteurs où on était vraiment leader et on arrivait à exporter partout dans le monde et on était reconnu pour ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et qu'est-ce qui se passe partout dans le monde? En Chine, ils construisent je sais pas combien de dizaines de réacteurs. Le Japon, ils s'y remettent aussi. Alors le Japon, il y a 10 ans, c'était Fukushima. Et c'est l'événement qui a fait qu'ils ont arrêté le nucléaire en Allemagne. En Royaume-Uni, c'est pareil. Pour information, il n'est pas encore arrêté. Hein. Il est en cours d'arrêt. Oui, mais depuis, ils ont arrêté combien? Ils en ont arrêté beaucoup. Il y en a. Mais il y a encore une qui veut l'arrêter et c'est le grand débat justement. Est-ce qu'on l'arrête ou est-ce qu'on l'arrête pas quoi? Est-ce qu'elle fonctionne? Donc on la maintient pour pouvoir passer l'hiver. Oui, non. En Suisse, c'est pareil, il y a un peu le débat sur est-ce qu'on réouvre des centrales ou pas. Et puis moi, la question, elle est évidente, c'est qu'ils vont réouvrir des centrales partout, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution à l'instant T, si ce n'est que tout le monde qui descend dans la rue, si on ne le fait pas. Et puis, regarde, au Japon, ils le font. Pourtant, au Royaume-Uni, ils le font aussi. Pourtant, l'histoire a prouvé que c'était pas les peuples les moins compétents, en matière de technologie, de développement et tout ça. Et puis moi, ce qui me fait chier, c'est que chez nous, on nous dit non, faut pas le faire, c'est pas bien, c'est un petit peu anti, comment je peux dire. C'est pas bien. Et puis, au final, on va le faire dans 15 ans quand ce sera trop tard. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui moi m'énerve parce que on avait un savoir-faire. On était tellement bon là-dedans, quoi. Je veux dire, c'est dingue. Mais si je peux me permettre de dire pourquoi on est plus bon, c'est qu'on a des gens qui regardent pas, qui n'ont pas les mêmes comportements sociaux que nous. Aujourd'hui, quand il y a un accident, un mec qui se casse un doigt sur un chantier, on arrête tout le chantier. C'est mondial, hein. En Chine, pour faire le PR. Il y a eu je sais pas combien de morts et ils l'ont fait beaucoup plus vite que nous. Alors que nous à Flamanville, on est en train de se poser des questions sur une petite fissure à droite à gauche et quand on écoute un peu les experts, apparemment c'est vraiment on s'en fout. Mais non, il faut tout refaire parce que c'est le zéro drame, etc. Mais on est dans l'exagération de la sûreté, alors qu'on a prouvé en France avec notre parc. On est le plus gros parc au monde. De centrales qui n'a jamais eu un problème majeur, jamais. Donc, et on surexagère parce que c'est la politique des bisounours. Mais le problème, Chirac, hein, c'est Chirac le responsable de ça. Oui, mais le problème, c'est des décisions politiques sur 15 ans. C'est le choix qui a été fait. C'est il y a eu des alliances entre les socialistes et les écolos à l'époque d'Hollande et tout ce que tu veux pour. Macron vient de valider la fermeture de Fessenheim et à côté il annonce qu'il va faire des mini centrales partout en France. Donc c'est complètement. Fessenheim, il fallait pas l'arrêter. D'accord, mais Fessenheim, j'habite à côté. Je veux dire, ça fait 2 ans que ça a été validé. Je veux dire, ça fait 2 ans qu'ils ont commencé à tout démonter. Tu peux pas c'est fini, ça. Tu peux pas la relancer. Ça n'empêche pas de se vanter. Borne s'est vanté de la fermeture de Fessenheim là il y a quelques jours. Et il y a 1 mois ou 2, Macron annonçait un grand plan sur le nucléaire. C'est de la schizophrénie qu'ils font là. Il faut regarder. Pas de politique, messieurs. Pas de politique. Non, en fait, non, c'est pas de la politique, c'est de l'analyse. Il faut regarder ce que disait Jean-Bernard Lévy, donc le PDG d'EDF là, pas plus tard que cette semaine. Je sais plus à quelle interview, quel meeting en plein air, je ne sais plus pourquoi. Et il disait que le problème, en fait, c'est qu'on a fait en sorte de baisser de dire on sort du nucléaire, on arrête le nucléaire il y a 15 ans, et puis aujourd'hui, on le paye parce qu'on n'a plus mis d'investissement là-dedans, on n'a plus personne qui est compétent, et au moment où on a le plus besoin, on n'a plus personne, quoi. En gros, on a eu une très mauvaise transition énergétique. On n'a pas su prévoir un peu le passage à la nouvelle ère écologique, verte, etc. Et puis c'est normal aussi qu'un moment de tension et de peur, pour moi qui est exagéré, comme je viens de le dire, mais de peur sur l'approvisionnement énergétique en général que ça exacerbe certains vieux trucs derrière, etc. C'est un peu logique. De toute façon, le Covid a tout accéléré. Hein. Le Covid a accéléré le passage à l'ère digitale. Le Covid donc on a dû trouver un nouveau levier. Le nouveau levier, c'était les énergies renouvelables. Donc tout a été accéléré et peut-être qu'on est allé trop vite, quoi. Parce que, moi, j'ai encore dire quelque chose. C'est un peu bizarre, mais on me demande
de pas mettre mon chargeur et de débrancher le Wi-Fi la nuit, puis après on me demande de rouler en Tesla. Je suis peut-être imbécile, mais pour moi, il y a des trucs qui vont pas. Je sais pas si vous arrivez à m'expliquer, mais moi, j'ai pas encore compris, quoi. Ouais, mais je crois qu'on pourra en débattre pendant des heures. Ouais, donc bon. C'est clair. On va passer sur autre J'ai juste un chose. truc à rajouter Ouais. en géopolitique, Oui. si ça te dérange pas. Oui. Il y a des exercices de troupes militaires en Russie, avec pas mal de pays. Je crois qu'il y a 7 pays. Donc, Tadjikistan, Kazakhstan, enfin, toutes les anciennes républiques soviétiques, hein, comme quoi le bloc soviétique, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et par contre, se sont associés à ces mouvements, enfin, à ces exercices, l'armée indienne. Donc, on a clairement un positionnement d'un pays gigantesque. Je crois que c'est maintenant le pays le plus peuplé du monde, hein. Ouais. L'Inde s'affiche clairement pro-russe. Et écoutez bien, quand je viens de repenser, et l'ennemi juré de l'Inde, c'est le Pakistan. Et ben, le Pakistan participe à ces mouvements, à ces essais. C'est un truc de fou. Enfin, si tu parlais à des Indiens, des Pakistanais de ce qui est en train de se passer, ils diraient mais c'est de la folie. C'est comme les Allemands et les Français qui feraient des bisous en 1921, quoi, juste après guerre, quoi. Ils sont en guerre permanente entre Pakistan et Inde et ils vont faire des mouvements de troupes avec les Russes dans l'est de la Russie. Enfin, moi je dis ça. On a déjà parlé avec Pierre. Mais franchement, c'est. Mais une petite question. Il y a des choses qui changent dans le monde, hein. À part l'Occident, qui est l'Europe et les États-Unis et peut-être le Japon, qui est pro-ukrainien ou anti-russe? Personne. Bah, enfin, je sais pas, non. Les Chinois, l'Afrique, l'Asie. L'Algérie, c'est les partenaires principaux des Russes, les Chinois, les Indiens, les Les Pakistanais. Chinois, ils auraient déjà envoyé des troupes, les Chinois, s'ils étaient pro-russes. Mais ils sont pas anti-russes. Non, mais c'est pour ça. C'est pas forcément si binaire que ça. Ouais. Aussi. Et en fait, je pense qu'ils sont tous là pour défendre leurs intérêts à eux. Et la Chine, moi, j'ai toujours dit que, enfin, c'est pas le réel danger. Je vais pas qualifier la Chine de danger, mais c'est un partenaire autrement plus menaçant, en tout cas pour les États-Unis, par exemple, que la Russie ou autre, hein. Voilà, ne serait-ce qu'en termes économiques, en termes monétaires, en termes enfin, la Chine, attention, hein. Puisqu'on parle de la Chine, ils ont reconfiné combien et quelles vont être les retombées? Ça, justement, ça fait partie des... Quand je plantais un petit peu le décor en introduction, ça fait partie des leviers baissiers dans la tête des investisseurs. Il ne faut pas oublier, ça c'est un sujet, je trouve qu'on n'en parle pas énormément non plus. Je ne dis pas qu'on n'en parle pas du tout, mais ça passe un petit peu à la trappe dans les médias occidentaux. La Chine, avec sa politique de zéro Covid, c'est clairement tirer une balle dans le pied. Elle est dans une situation vraiment préoccupante sur le plan économique. Et c'est vrai que justement, cette politique, ces restrictions très très lourdes en Chine, quand on a par rapport à la situation sanitaire, bah, ça a forcément un impact super négatif sur la demande dans plusieurs secteurs. Et là, c'est un petit peu ça aussi qui freine un peu les investisseurs début septembre. Là, c'est justement ce reconfinement de la ville de Chengdu, qui est la première mesure, on va dire, de restriction phare depuis ce qui s'était passé à Shanghai il y a quelques mois. Chengdu, c'est 21 millions d'habitants. Alors, il y a énormément de villes qu'on ne connaît pas trop en Occident, enfin dont on n'entend pas trop parler, mais ça reste quand même une ville justement très 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 importante. Et surtout, les investisseurs se posent la question justement de la suite, en fait. Qu'est-ce qui va... Parce que clairement, le Covid, les Chinois n'arrivent pas à l'éradiquer. Enfin, je dis les Chinois, mais tout le monde. Pierre, oui. J'ai une question. Chengdu, j'ai constaté que les Chinois avaient des sortes de pôles industriels avec une thématique dans chaque ville. C'est quoi la thématique de Chengdu au niveau industriel? C'est les semi-conducteurs, c'est les pneus de voiture, c'est quoi? C'est comme les combinates en URSS, alors ils ont le même politique. Tu as compris ce que je te demandais Ouais, j'ai compris, mais j'ai pas la réponse pour être tout à fait. Ce qu'on peut inviter les gens à faire, c'est quand on ferme une ville en Chine, c'est de s'intéresser à quelle industrie il y a là-bas. Exactement. Qui aura des impacts sur les industries du même secteur en Europe.
Tout à fait. Ça, c'est un truc intéressant à faire. Ouais, pour essayer d'identifier les secteurs qui vont être le plus impactés, absolument. C'est un sentiment, moi je voulais parler du sentiment global, mais Oui, c'est excuse-moi, très mais intéressant ce que tu soulignes. Non, non, c'est plus très intéressant. en tactique d'investissement, à fait. intéressez-vous à qu'est-ce qui se passe à Chengdu en termes d'industrie pour pouvoir dire, oh là, Voilà. faut pas que j'aille dans ce secteur-là. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, marché rapidement. Moi, c'est vrai que c'est surtout l'impact sur notamment les semi-conducteurs, les matières premières, le zinc, l'aluminium, les terres rares, etc. Je ne sais pas ce que vous qui êtes des traders actions, enfin surtout toi, Ricardo, enfin surtout vous, Denis et Ricardo, est-ce que vous êtes déjà intéressé au marché chinois? C'est compliqué d'investir sur les Ça actions aussi, hein. chinoises, on est très d'accord. Mais est-ce que vous regardez, vous suivez un petit peu ou il y a des opportunités, des choses que vous voyez ou... Il y a Nicolas qui regarde un peu et en fait il me disait que c'était très compliqué de trader les marchés chinois. Ah oui, et oui, tu avais c'est compliqué. une ETF, Super compliqué. une ETF qui représentait la Chine. Et sinon c'est très très compliqué de rentrer et de trader là-dessus. Moi, je vais te répondre très simplement. Trader à côté de chez vous, il y a ce qu'il faut. N'allez jamais en exotique. Vous savez pas ce qui s'y passe. Il y a le problème des monnaies. Si vous êtes investisseur Chine, quand vous entendez des mecs qui ont des millions à poser, ils ont des couvertures sur les monnaies. Nous, on n'a pas les moyens de faire ça. Ouais. Donc, ne tradez pas. Même les États-Unis, entre nous, c'est le dollar il monte là, mais ça peut arriver que ce soit l'inverse aussi. Enfin, dès que tu es hors Tu zone dois avoir une euro, couverture. je rappelle que le lendemain matin, ta baguette de pain, tu la payes en euros. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, là, le dollar monte. Celui qui est investi sur Nasdaq, globalement, il n'a pas perdu d'argent parce que le dollar a tellement monté que l'un compense l'autre. Ouais. Mais c'est parce que tu es européen. Voilà, la problématique d'aller faire de l'exotique, c'est est-ce que vous maîtrisez le caractère monétaire? Moi, je suis clairement anti ça, quoi. C'est ça. Parce que nous avons des gens qui sont très informés, très bons, et qui nous écoutent d'ailleurs, qui eux disent ouais non mais moi je m'en fous ce qu'il dit Richard parce que moi je sais maîtriser ça, mais c'est super. Mais des particuliers là qui débarquent en bourse, qui c'est sont sympas. Eux, faut vous leur dire, n'y allez surtout pas. T'as tout à fait raison. C'est un peu ce qui s'était passé, rappelez-vous, sur le pétrole en 2020 quand on était parti négatif. Là, il y a tout un tas de pseudo-traders pétrole qui ont compris que c'était un marché technique avec des contango et que c'était réservé pour les professionnels en fait. Qu'il fallait pas, on peut pas s'inventer. Et ce qui se passe, t'as non seulement le risque monétaire sur les actions chinoises, mais t'as aussi le risque gouvernemental. Je rappelle que c'est un pays, politique, exactement. C'est extrêmement manipulé. La monnaie est manipulée. Enfin, tu me diras aux États-Unis elle est manipulée. Non, en Europe aussi maintenant. Voilà, ça c'est encore. Là, on part sur sur un autre. Donc ma réponse, elle est, excuse-moi, elle est très dure et très 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 catégorique. Mais peut-être que Zab aura un avis différent. C'est ce que jamais. On ne doit, et j'ai entendu notamment quelqu'un qui passe chez Denis, qui est très suivi par les gens, les particuliers, etc., qui a dit je vais acheter en Chine. C'est une erreur fondamentale. Fondamentale. Et quand je donne des qualités fondamentales. Fondamentalement, n'allez pas dans les pays exotiques. Voilà, sauf si vous avez une maîtrise, encore une fois. Mais lui qui va là-bas, il prend une couverture Eurostock avec une couverture sur les monnaies. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très complexe. De toute façon, j'ai même entendu des mecs dire la bourse qui monte le plus haut cette année, c'est la bourse turque, il faut aller à Ankara. Mais c'est n'importe quoi. C'est un effondrement monétaire qui fait la montée des actifs. Exactement. C'est une catastrophe d'entendre ça. Et vous savez qu'il est le pays actuellement qui a visiblement l'indice le plus costaud actuellement. Moi, j'ai regardé et je suis sûr que vous ne savez pas. L'indice le plus costaud de cette année, tu veux dire? Cette année, le plus costaud depuis le début de l'année. Ça commence par I et ça finit par Tali, non? Non, le MIB en train de s'effondrer. Ah. L'Islande. C'est Lisbonne, c'est le Portugal. Qui aurait cru? Le petit vin. Mais donc voilà, à un moment donné, excuse-moi, vous avez vu, je suis là, il y a la passion qui parle là. Mais non, ne faites surtout pas ça. C'est une catastrophe de faire ça. C'est mon avis, voilà. Et même, excuse-moi, même Londres, faut pas aller à Londres. Moi, les mouvements de la livre sterling, c'est pour moi, faut pas aller à Londres. De toute façon, regarde, c'est vite réglé. Si tu vois la tête que tirent les indices chinois. Tu comprends très bien que même les professionnels ont du mal à y aller, tu vois. Donc il y a très peu de raisons pour motiver des acheteurs. Maintenant, Londres, le problème, c'est que Londres, on est sous le coup d'une crise économique comme partout ailleurs, mais d'un chaos politique aussi. On est censé en parler, je crois. Qu'on peut évoquer. On y va maintenant parce que hier Karen justement faisait le GBP et apparemment il se casse la gueule le GBP. Qu'est-ce qui se passe à Londres, Pierre?
Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que déjà, le Royaume-Uni, on est dans le même marasme que partout ailleurs. Économiquement parlant, je veux dire, évidemment, il y a des situations différentes, il y a des détails qui diffèrent en Chine, aux États-Unis, en Europe, etc. Mais globalement, on est tous dans l'espèce de post-Covid situation avec des niveaux de liquidité incroyables sur les marchés obligataires, des QE, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'à Londres, évidemment, tout ça s'est sublimé par un chaos politique. On en a parlé lors de la dernière émission, je crois que c'était début juillet, si je ne dis pas de bêtises, ou fin juin, quelque chose comme ça. On est sur 3 démissions successives du Premier ministre pour des raisons différentes. Là, c'est le Partygate. Avant, c'était pour Theresa May, c'était l'incapacité de trouver un deal par rapport au Brexit, etc. Bon, ce qui se passe, c'est que brièvement, je vais essayer d'être bref. Généralement, je parle j'ai tendance à donner un peu trop de détails, mais là, en gros, on est face à une situation où c'est le Premier ministre qui démissionne, donc on n'est pas sur une general election. C'est pas tout le monde qui vote. C'est pas les 46, je sais plus combien, 30 millions de votants qui votent. C'est 200 000 électeurs du Parti conservateur qui doivent élire un nouveau chef. Donc déjà, c'est une élection qui est loin, très très loin d'être représentative de ce que veulent les Britanniques dans leur ensemble. C'est vraiment les membres du Parti conservateur. Là, ce qui se passe, c'est que lundi prochain, on connaîtra le nom du nouveau Premier ministre. Ça se joue entre Liz Truss et Rishi Sunak. Mais le problème, c'est que j'ai encore vu les derniers débats. Enfin, je ne vais pas aller jusqu'à dire que les Britanniques sont complètement désintéressés. Mais déjà, comme j'ai dit, il y en a très peu qui votent, qui ont un impact. Et deuxièmement, la majorité des gens sont tournés vers les enjeux économiques et les enjeux monétaires. C'est ça qui. C'est pour ça que je dis que la situation elle est un peu partout pareil, parce que ce qu'on a évoqué au niveau de la crise énergétique en Europe, en France, etc., ce qui se passe au niveau géopolitique, évidemment aussi, ça c'est dans la tête de tous les Anglais, de tous les Britanniques aussi. En fait, je vais même vous dire, le sentiment que j'ai après avoir vu les derniers débats, c'est que les deux candidats, déjà, ça s'est vérifié dans les sondages, les deux ont perdu des points. Ça c'est quand même fou. Il y a une faiblesse, j'ai une incapacité des candidats à rassurer les électeurs sur les questions majeures qui taraudent tout le monde, les questions économiques, les questions monétaires. La Banque centrale qui continue d'augmenter les taux. Là, je crois, la prochaine réunion, elle est prévue le 15 septembre prochain. Encore une augmentation de 0,25 points de base, est prévue. La livre, pourtant, ne fait que de se faire défoncer. C'est compliqué. On a un manque de confiance. On a un manque de confiance global, je pense, vraiment sur toute la planète des investisseurs par rapport à tout un tas de classes d'actifs, pas que les actions, mais à tout un tas de classes d'actifs. Le truc, c'est qu'aux États-Unis, ils montent les taux comme des malades. Évidemment, ça booste un petit peu la demande en dollars, mais c'est tout en fait. Je veux dire, là, moi, je suis investisseur professionnel. J'ai pas super envie d'investir au Royaume-Uni quand je sais qu'il y a un brouillard persistant au niveau politique, qu'on ne sait pas où le pays va aller, et que même au niveau monétaire et économique, également, il y a des gros panneaux attention danger, quoi. Donc, c'est un marasme qui est ambiant, qui est global, je pense, et qui est accentué dans certaines régions du monde où il y a une instabilité politique, comme par exemple en Italie, qu'on pourrait évoquer juste après. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait peur. Ça fait peur. Donc voilà, moi de toute façon c'est bête et méchant. Je suis investisseur, action, il me faut des raisons d'acheter. Voilà, si j'ai de l'incertitude, je réduis la voilure, au minimum je réduis la voilure, voire même je fais une rotation soit sectorielle, soit cross-asset, et je dirige mon cash ailleurs. Là le problème c'est que, c'est un peu ce que Karen disait, le seul truc qui monte de manière assez évidente et claire, c'est le dollar en fait. C'est clairement le dollar. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, et là je fais le pont avec d'autres sujets, est-ce qu'en Europe on va emboîter le pas parce qu'il y a une hausse des taux qui arrive dans les tuyaux, enfin de plus en plus de personnes la voient arriver, ça reste à voir. Ça reste à voir, mais pour l'instant, voilà, à part le dollar, quand on connaît la situation énergétique, moi j'ai pas forcément envie d'acheter du BP. Quand on connaît la situation des marchés obligataires, j'ai pas envie forcément d'acheter du HSBC ou du Lloyds Banks. Donc
Voilà, c'est compliqué, c'est incertain, c'est compliqué. Peut-être qu'on en saura plus avec le résultat des élections et puis les discussions qui vont se poursuivre ce week-end. C'est un week-end compliqué, comme le disait Denis en off, parce qu'on a les US qui sont fermés, on a un jour off lundi matin. Donc les volumes peuvent être assez erratiques, enfin peuvent être assez bizarres. On peut avoir des mouvements assez erratiques sur les bourses, mais voilà. Enfin, je sais pas comment vous abordez votre début de semaine la semaine prochaine, vous qui êtes vraiment investisseur actif. Mais voilà, c'est l'incertitude. On pourrait peut-être parler un peu d'Italie maintenant, Richard. Tu nous avais foutu un peu les pépettes la dernière fois. T'en dis quoi maintenant? Je persiste et je signe. D'ailleurs, j'ai fait une erreur la dernière fois, c'est que j'ai oublié de signaler un événement énorme. C'est le départ de Mario Draghi. Mario Draghi, ouais. Enfin, ils ont foutu dehors. Alors, c'est encore les 5 étoiles là, les uluberlus de 5 étoiles là. Ouais, En gros, c'est un peu les NUPS français quoi. Enfin, c'est la même chose quoi. Qui ont parce qu'ils trouvaient qu'on parlait plus d'eux, alors ils ont décidé de casser la coalition nationale que Draghi exigeait. Parce qu'ils ont besoin qu'on parle d'eux. Comme quoi, c'est du nombrilisme, mais c'est de l'irresponsabilité totale. Enfin, depuis quand on parle que les politiques sont des irresponsables, ça fait longtemps. Ça. Mais en Italie, ils sont champions depuis beaucoup plus longtemps qu'en France et que dans le monde en général. Donc finalement, bah voilà, on a la caution, la garantie que Draghi donnait au marché qui vient de disparaître. Bah, je sais pas moi, regardez le MIB. Regardez les taux. C'est l'indicateur, c'est l'indice de Milan. Il est tombé. Et pour moi, j'annonce l'hiver. Enfin, moi, c'est clair, j'annonce l'hiver italien, quoi. Enfin, c'est clair. Enfin, vous m'avez déjà entendu dire avec beaucoup de passion, encore une fois, sur l'Italie, mais l'Italie, c'est le pied d'argile de l'Europe. Ouais. Complètement d'accord. C'est le premier domino qui fera tomber les autres quand ça arrivera. Alors pour toi, c'est inévitable, quoi. Ça va tomber, Pierre. Bah, écoute, on va prendre des chiffres macroéconomiques, parce qu'on rentre tranquillement de la géo on l'a passé, macro. Macroéconomiquement, je crois que c'est de l'ordre. Il n'y a pas besoin de faire des calculs. Voilà, on va me dire oui, c'est pas tout à fait ce chiffre-là. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est globalement, on a une dette sur le PIB qui est de l'ordre de 150% en Italie. Et nous avons un taux d'intérêt actuellement qui est autour de 3,5. D'accord ? Bah, vous faites un calcul, 3,5 fois 1,5, 150%. Ça fait de l'ordre de 5, je ne suis pas trop compté de tête, mais ça doit être à peu près ça. Ça veut dire que 5% de la production du pays part dans la dette, dans le paiement des intérêts de la dette. C'est colossal. C'est énorme. Colossal. C'est de la folie pure. Avec un pays où j'ai dit la dernière fois, je vous avais donné un chiffre, c'est dans horizon 2050, je crois, j'avais dit, il y avait 2 fois moins de population. C'est-à-dire que le PIB italien est structurellement pas haussier, parce que il n'y a pas de population, et vous avez une dette colossale. Alors, ils ont une chose qui les tient, c'est qu'ils vendent et qu'ils ont une balance commerciale positive. Mais retenez bien ce que je dis. C'est étonnant que nous ayons des pays qui fassent sécession partout, les Catalans en Espagne qui veulent se barrer de l'Espagne, etc., et que l'Italie du Nord, que la Lombardie ne veuille pas faire sécession. Parce qu'il faut savoir que c'est le pays, c'est la région d'Europe la plus riche d'Europe. Ce n'est pas la Ruhr, c'est pas l'Allemagne, c'est un truc surprenant. C'est l'Italie du Nord. Et donc la plaine du Pô, là, etc. Et c'est donc autour de Bologne, Milan, etc. C'est là où c'est le plus riche. Et ils financent, ils sont quand même formidables ces gens-là. Ils financent l'Italie du Sud, ils financent la Sicile, ils financent la Sardaigne. Excuse-moi, mais je vais. Mais il y a un parti indépendantiste. Il y a un parti indépendantiste en Lombardie et qui d'ailleurs est au gouvernement. La Ligue du Nord, on peut les comprendre. Ils financent tout ça. Et en plus, ils tiennent le pays à bout de bras. Je peux te jurer que c'est pour ça que les marchés s'étaient effondrés au Covid. Rappelez-vous, c'est le jour où le Premier ministre italien dit on ferme la Lombardie. La Lombardie, c'est la seule entité économique de l'Italie qui est le pied d'argile de l'Europe. C'est pour ça que les marchés, il y a eu le krach boursier. C'est qu'on avait une énorme peur de l'effondrement de l'Europe à cause de ce Covid et à cause de cette fermeture des usines. C'est ça qui a déclenché. C'est pas on a peur du virus. C'était le virus provoque ça. Ah oui, complètement. On a la conséquence de ça. Complètement. Et donc aujourd'hui, il faut regarder ce qui se passe en Italie avec vraiment beaucoup d'attention et les taux. Et les taux. Et les taux parleront. Vous voulez regarder l'Italie si ça va, vous regardez les taux à 10 ans. Basta. Ah oui, ça c'est.
C'est vrai même pour tous les pays, Voilà. quelque part. C'est ça. Mais en Italie. Et rappelle-toi de l'histoire de la fragmentation qu'on a parlé la dernière fois. Enfin, c'est révélateur que la BCE, c'est sa priorité. Et aujourd'hui, la dette italienne est rachetée à haute dose toujours par la BCE. Et il y a quelqu'un qui m'a contredit, je ne sais plus quand. Je fais trop d'émissions avec toi, Denis. Là, mais c'est la vérité, c'est que la dette italienne est soutenue par la BCE. Ah oui, Le jour clairement. où ça s'arrête, où les Allemands disent on va arrêter, ce que je ne pense pas qu'ils vont faire, parce qu'ils le savent. Mais ça c'est de toute façon sans intervention directe de la BCE, c'est fini. Ouais, c'est clair. C'est fini. C'est game over, quoi. Et pareil aux États-Unis, et pareil, voilà. L'Italie, c'est la 3e puissance dans la zone euro. C'est pas la Grèce. La Grèce, c'était pouillemesque. Là, l'Italie, c'est gravissime si ça se passe. Ouais. Mais bon, ils feront tout pour que ça se passe pas. Mais bon, le problème, c'est que s'ils font tout pour que ça se passe pas, c'est qu'ils restent dans un mécanisme ultra-inflationniste et qu'au final, c'est ça la magie. Enfin, la magie. C'est peut-être pas le bon mot, mais la situation inédite d'aujourd'hui avec des banques centrales qui montent les taux et qui manipulent les marchés obligataires. Enfin, où est-ce que ça va finir? Ça va dépendre. Pour moi, tout l'enjeu, c'est est-ce que la Fed et donc la BCE par conséquent, est-ce qu'ils vont réussir leur pari qu'ils sont en train de. Pour moi, qu'ils sont peut-être en train de gagner. T'as vu, je commence à changer de narratif. C'est marrant parce que toi et moi, on est à la croisée des chemins. Moi, tu vois, je commence à. Ah, j'ai des gros doutes. De toute façon, c'est ce que tu dis, depuis des mois et des mois, Pierre, que les quelques émissions qu'on a fait ensemble, à chaque fois tu disais si crack il doit y avoir, il viendra du marché obligataire, quoi. C'est la dette, c'est les marchés. C'est pour ça que là, pardon, excuse-moi, je te coupe, je te redonne la parole. C'est pour ça que là, c'est un bon timing pour faire cette émission parce que j'ai eu les yeux sur les taux tout l'été. Je voyais que même aux US, on était à 2,6 sur les rendements à 10 ans. Putain, là, ça fait quoi? Ça fait quelques jours là, peut-être une semaine. Enfin, en plus j'étais en vacances. On est à 4 et quelques. On est à 3,25 je crois aujourd'hui. On est revenu au sommet de l'année. Et là, c'est pour moi, c'est des gros indicateurs de risque. C'est ce qui se passe sur le marché des taux. Donc effectivement, là, je te redonne la parole tout de suite, Xav, mais je ne vais pas dire que je sais rien. En fait, il y a deux scénarios. C'est soit la Fed n'intervient pas, et là, c'est la fin de tout. C'est la fin du marché de la dette, et ça aura des conséquences incroyables sur les marchés actions. Ou soit, ce que je pense qui va se passer au moins à court terme, la Fed va intervenir et va continuer à soutenir artificiellement. Donc là, on en est là. Donc est-ce que nous on est d'accord en Europe, parce que moi c'est ce que je me dis quand je vous entends, surtout que c'est des sujets que je connais un petit peu moins bien que vous. Est-ce qu'en fait nous la différence qu'on a, c'est que en Europe, c'est que la Banque centrale européenne, en gros pour combattre l'inflation, on peut remonter les taux. C'est ce qu'ils font aux États-Unis et c'est ce qui a fait que depuis des mois, et c'est ce qui fait que grosso modo ils ont passé le pic. On est d'accord? Oui. Ok. Et là, en Europe, nous, on le fait pas. Et du coup, on a une inflation qui est toujours galopante, mais en fait, on peut pas le faire parce que si on le fait, c'est-à-dire qu'on rend le poids de la dette beaucoup plus gros. Et comme les États sont complètement surendettés, ça peut si on le fait très mal, si on le gère vraiment pas, si on prend le risque de le faire et qu'on le fait mal, ça peut entraîner la banqueroute de l'Italie ou de pays un petit peu plus. Et du coup, elle n'a pas le choix de remonter les taux. Oui. Et elle va le faire. Et elle le fait en retard. Et c'est la même critique que ce qu'on a eu pendant un an sur la Fed. Mais trop tard. Et pas de manière modérée. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que du coup le risque, il n'y a pas un risque, du coup là en faisant ça, il vient de là, on est le gros risque obligataire. Ok. Bien sûr. Et évidemment que la hausse des taux d'intérêt par la BCE va provoquer effectivement des hausses des taux d'intérêt 10 ans sur les pays. Et aujourd'hui, l'Italie est déjà à 3. Imagine mon calcul qu'on vient de faire avec un taux qui monte à 4, 5, 6. Ouais. Ça ferait 10% du PIB italien qui partirait dans la dette. Du coup, ça confirme exactement ce que je disais, ce que je pensais. Mais alors, la solution pour la fin de l'inflation en Europe, c'est quoi? C'est grosso modo, si tu hausse des taux d'intérêt et continuer à racheter la dette italienne et limiter les achats des dettes allemandes, qui n'est pas problématique, et françaises. Ouais. Et attention l'Espagne. Ou sortie ou fin de la guerre en Ukraine. Mais là, je suis pas sûr que ça joue énormément. Et puis ça détendrait le marché ça détendrait un petit peu les matières premières probablement. Donc c'est ce qui est la source. Je pense que la guerre en Ukraine pourrait avoir un effet psychologique qui pourrait calmer. Oui, c'est pas ce qui est la source vraiment de l'inflation qu'on a chez nous en ce moment, quoi.
Bah, la source de l'inflation, clairement, c'est ce que font les banques centrales depuis 2020 en fait. Hein. C'est les programmes de rachat. Moi, honnêtement, alors j'ai peut-être des gens qui sont pas d'accord avec moi là-dessus. La hausse des taux. Est-ce que c'est ça l'origine de la baisse de l'inflation là qu'on a eu aux États-Unis sur le mois dernier? Je suis pas certain. Les hausses de taux, ça met des mois à avoir des effets sur Oui, les c'est vrai, économies. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Si vous regardez, j'invite tous Je ceux suis pas qui d'accord avec toi, hein. Il y a quand même un phénomène sur les États-Unis qui est l'impact des hausses de taux, c'est directement sur les prêts hypothécaires. Enfin, il y a une catastrophe immobilière aux États-Unis, il y en a une en Chine aussi. Moi, je suis épaté d'ailleurs que ça ne devienne pas une crise systémique, ou alors je suis en retard, je suis en avance, je sais pas. Ou Hmm. alors l'immobilier pèse de moins en moins lourd dans les économies d'aujourd'hui. Parce qu'avant, l'immobilier se cassant la gueule comme il fait actuellement, c'était un effondrement de l'économie. Et là, il n'a pas lieu. C'est mon avis. Alors oui, c'est vrai que de toute façon, les taux directeurs ont toujours été un moyen pour les banques centrales justement de garder la monnaie à peu près stable, on va dire. Mais honnêtement, pour moi, le levier le plus important, ça reste les achats d'actifs. Je suis désolé, hein, je radote, je me répète. Mais là, la Fed, regardez, allez, c'est sur le site public de la Fed, vous tapez dans Google Fed Balance Sheet, vous arrivez sur la courbe des achats d'actifs de la Fed. Et depuis mars-avril, elle ralentit. On est toujours quasiment à 8,850 trillions, quelque chose comme ça. Mais la courbe ralentit, voire même décroît un petit peu. Là, je ne vais pas partager mon écran maintenant parce que j'ai Oui, pas mais envie de j'ai faire tout vu. bugger. Donc, effectivement, pour moi, évidemment que la hausse des taux pourra avoir un impact, mais quand on a une banque centrale qui injecte de la monnaie, ça reste un mécanisme extrêmement inflationniste. Et c'est pour ça qu'en Europe, et peut-être qu'on le verra dans les prochains mois, peut-être même pour la prochaine émission, la BCE peut augmenter les taux tant qu'elle veut. Enfin, tant qu'elle veut, peut-être pas, parce que c'est vrai que la Fed a procédé à des hausses de taux records quand même, hein, qu'on n'avait pas vu depuis des années. Et la BCE, même si elle se met à augmenter les taux, si elle continue avec ses rachats d'actifs, l'inflation continuera de galoper. C'est mon Enfin, anticipation. tu as quand même deux éléments qui font que l'inflation est sous-évaluée en Europe. C'est que, et elle va durer beaucoup plus, à mon avis, qu'aux États-Unis. Il y aura moins de réaction à ça, ce que tu viens de dire. C'est la hausse du dollar. Enfin, on Oui, achète. il y a ça aussi. Alors, oui, La hausse du effectivement. dollar est structurellement inflationniste pour l'Europe. C'est vrai, c'est vrai. Point. Enfin, j'ai envie de dire point. Enfin, Point. Mais, par contre, Ricardo, si tu as la BCE qui commence à augmenter les taux de manière correcte, oui, on va comme avoir un on a eu bon aux du. États-Unis, là, l'euro devrait reprendre Ouais. normalement. Voilà, Non, donc ça devrait atténuer cet effet-là aussi. ouais. Mais Donc, il faut augmenter les taux pour stopper l'inflation. de toute façon, Rapidement. là, c'est ça qui rend la situation inédite pour tous les investisseurs, les analystes. C'est qu'on est dans une situation où il y a encore il y a il y a des perspectives de récession où on se dit que c'est peut-être pas le moment d'arrêter le support des banques centrales aux économies, mais en même temps, on augmente les taux. Donc on veut diminuer la consommation des ménages pour ramener les prix, les taux d'inflation plus bas, sauf que les taux d'inflation sont super hauts. On parlait de l'Italie, on est quand même à 8,4 ou 8,5%, je crois, d'inflation. Euh, Angleterre, combien? 15? c'est vrai que en Angleterre, c'est ça Mais bon, l'Angleterre, bon, c'est le GBP, c'est encore autre chose, effectivement. Mais ça fait peur, ça fait peur. Et c'est pour ça que moi, j'ai hâte de voir le prochain. Je pense que le pic d'inflation, tant que la Fed aux États-Unis ne réinjecte pas ou continue de diminuer, en tout cas, c'est de ralentir, pas de diminuer, mais de ralentir ses rachats d'actifs, ça devrait continuer à exercer une pression baissière sur l'inflation. Mais en Europe, vraiment, je suis inquiet. Parce qu'en Europe, on achète. Et puis en plus, on achète différemment qu'aux États-Unis. Parce que comme tu le disais très bien, Ricardo, l'Europe est beaucoup moins féodale que les États-Unis. Et on a des allocations d'achat d'actifs à faire selon les pays. En fait, c'est pour ça que le nouveau programme de rachat d'actifs a été mis en place. C'est parce qu'il y a certains pays qui font peur. On ne les a pas tous nommés, mais l'Italie est en tête de liste. Donc, Si en Espagne, il y a eu des votes là, pour autoriser le gouvernement Ouais, à le faire 29 des comptes, juillet c'est en Espagne, ouais. faut qu'on fasse attention. Hein, parce que faut quand même rappeler que l'Espagne, les gens pensent que les plus grandes banques en Europe sont anglaises. Non, c'est espagnol. Elles sont espagnoles. Et la plus grande banque Santander, européenne, ils c'est sont dans Santander. Santander, ils sont dans le Big Five mondial, hein. Mondial, hein. Ouais, c'est la Santander la plus grande. Et aujourd'hui, l'Espagne, ça peut être. Et tu sais, des fois, entre nous, hein, et enfin, vous regarderez l'histoire, des fois, on voit plein de dangers, et c'est celui qu'on n'a pas pensé qui nous ouais, tombe dessus. c'est le truc. Alors en Ouais. On Espagne, dit tous l'Italie, et puis ça va être l'Espagne qui va nous péter au Alors en nez. Espagne, il y a le 29 juillet au BOE, ils ont déjà, c'était passé l'an dernier, ça a été confirmé.
En cas d'état d'urgence, on peut prendre les propriétés privées, on peut prendre les propriétés immobilières sur les comptes, etc., etc., etc. Et On verra. normalement, c'est quelque chose qui sortait en Argentine, etc., avant les blocages bancaires qui a lieu. Donc on verra, mais c'est peut-être alarmiste, mais les mesures déjà, les moyens, les moyens importants pour pouvoir freiner tout ça sont déjà en piste. Tu sais, Denis, ça s'appelle les signaux faibles. Enfin, tu te rappelles, en début d'année, en janvier, je suis arrivé à ton émission, j'avais une conviction absolue que Poutine allait cogner les Ukrainiens. Et voilà, je l'avais parce que, pourquoi? J'avais vu des signaux, et puis après, je m'étais renseigné, j'avais lu, j'avais recoupé des choses, et à un moment donné, je m'étais dit, mais il va y aller, il va y aller. Et les signaux faibles, ça te donne des pistes de travail. Et les pistes de travail, elles font aboutir souvent à rien. Mais ça peut te permettre aussi d'anticiper beaucoup de choses. Et voilà, Ce qu'on essaye de faire. Je pense pas qu'on prétende tous dire que la vérité, on la détient, mais par contre, qu'on ait des pistes de boulot, puis que la conviction va se créer sur un sujet ou un autre, va nous amener à une certitude ou un taux, je dirais un taux de potentialité que ça arrive, qui fait que on deviendra sûr de nous. Et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on raconte, c'est est-ce que l'Espagne, un petit signal faible, il faut qu'on fasse attention à l'Espagne. L'Italie, on est tous convaincus que ça va pas le faire, et finalement, c'est peut-être elle qui va s'en sortir, mais c'est un autre qui va pas aller. La Serbie, quand je vous dis, tiens, la Serbie, ça s'arrange un peu, c'est peut-être la fin de la guerre, on n'en sait rien, et on va avancer tranquillement, et puis on ne sera pas étonné. Et ce qui est dangereux dans l'investissement, c'est d'être surpris. C'est les signaux noirs, quoi, les trucs, les Covid, les trucs qu'on voit pas venir. Exactement. Et à vrai dire, le combat qu'on doit mener fondamentalement sur ces études-là, c'est est-ce que ça c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux pour avoir un scénario qui se mette en place et puis ne pas être dans la surprise de l'événement. Voilà, si je peux me permettre, moi je sais que le jour où la Lombardie ferme avec le Covid, on était préparé, on sentait que ça sentait le cramer. Mais moi le lundi matin, j'ai pris -5 ou -10 sur mon portefeuille, mais j'ai fait je vends tout et j'ai pas pris les -40. Mais j'étais prêt. Mais il y a un autre signe en Espagne aussi, c'est que la possibilité de bloquer les comptes, etc., c'est que maintenant, les gens qui vont travailler en train ne payent plus le train. C'est-à-dire que de septembre à fin décembre, gratuité du train, si tu le prends 16 fois en 4 mois. Donc, un autre signe. L'autre signe qu'il y avait aussi, c'est gratuité des autoroutes. Donc c'est bizarre en fait. D'un côté on te dit on peut tout te prendre et d'un autre côté on dit on va te mettre la possibilité de te déplacer gratuitement. Et moi il y a un truc qui m'a étonné, Denis, je suis allé en Espagne, on s'est fait un petit coucou d'ailleurs. Ouais. Enfin, très bon restaurant, faut aller manger avec Denis les gars. Venez. Mais par contre, ce qui a été étonnant, c'est que quand tu as affichage des prix à la pompe sur les stations, tu arrives, tu dis tiens je prends mon gasoil ou autre et tu fais ton plein et il t'affiche un prix. Et quand tu arrives à la caisse, c'est 20 centimes de moins. C'est 20 centimes de moins au litre. Ouais. Et tout ça pour dire que l'État espagnol veut faire comprendre aux gens, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le faire, mais enfin, il veut afficher qu'il est là, quoi. Ce qui n'est pas la nature même de l'Espagne. L'Espagne, c'est un État assez distant, qui laisse faire les gens. Et là, on sent qu'on a un État très interventionniste en disant, regarde bien, tu as économisé tant, tu as cru que tu allais payer 100 € et finalement tu payes 80, c'est merci l'État. Parce que nous, dans l'État, on a... intéressant en Espagne, ça. Ouais, nous, dans l'État, on a les insoumis au gouvernement, c'est pour ça. Le Podemos, c'est les insoumis, et ils veulent montrer qu'ils sont là pour aider le peuple. Voilà, là, moi j'ai trouvé ça assez curieux, ce comportement-là, mais c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe en Espagne actuellement. Enfin, tu me confirmes, Denis Oui. Mais en France, on a la même situation. J'ai vu que le prix était revenu autour des 1,50 le litre. Oui, mais il est affiché, si tu veux. Il est affiché, ouais. Attention, c'est que chez Total. Oui, c'est que chez Total, c'est que chez Total. Et du coup, d'ailleurs, ça gueule parce que c'est le PDG de Carrefour ou le PDG de Leclerc, je sais plus, qui a dit que c'était parce que eux, ils peuvent pas s'aligner, quoi. Donc que c'était de la concurrence déloyale ou je sais pas quoi. Ils sont en train de râler, chez l'État, quoi. Ouais, ça c'était après. Désolé, Total, il creuse des trous pour trouver du pétrole, il le vend. Le Leclerc, il est juste distributeur. Donc, c'est clair. Voilà, mais t'as pas le droit de vendre, en dessous du prix que tu le vends à un autre, etc. On s'y un peu. Mais là, c'est une situation particulière aussi, Denis.
tu vois. Ah ouais, donc on n'a pas le droit, mais c'est une situation particulière, donc on le fait. Ça me rappelle Bah, quelque c'est chose, comme ça, les quand états même. d'urgence, tu vois. Ouais. L'État n'a pas le droit de faire certains trucs sauf pendant les états Mm. d'urgence. Ouais. C'est un peu ça. C'est parce qu'il attends, il y a une notion de protection un peu nationale quand même derrière tout ça, quoi. On veut assurer un service minimum, on veut assurer une consommation, on veut assurer voilà un Et confort. l'Europe, dans tout ça, ça te dit quoi? Alors, ça va tenir ou pas? Tenir par rapport à quoi? À la crise Bah, par énergétique? rapport à tout ce qui se passe, qu'on est tous d'accord, on a tous des politiques communes. Évidemment, c'est ironique, hein. Ouais, Euh, le problème, c'est le problème. De- Pour moi clairement, l'Europe, avec le Brexit, a pris son autonomie et s'est éloignée un peu du bloc anglo-saxon, Amérique, Angleterre. Et pour moi, ce qui se passe en Russie est lié. Et je suis même dans la conviction, mais Denis, tu prends l'émission du début janvier, j'ai dit qu'il y aurait la guerre et j'ai même dit qu'il y avait un deal caché. Et pour moi, le deal caché est toujours le même. C'est un accord entre les forces néfastes de la Russie et les Américains pour un monde bipolaire qui serait un nouvel ennemi, un ennemi qui intéresse les Américains, qui serait les Chinois, qui a des faiblesses, hein, faut pas l'oublier. Et surtout qu'il n'y ait pas un deuxième. Ils veulent pas du tripolaire, ils veulent du bipolaire. Et il faut casser l'Europe. Et l'Europe, ça fait un siècle qu'on se fait casser Ouais, régulièrement. Et clairement. pour moi, la guerre ukrainienne, c'est l'affaiblissement de l'Europe. On a attaqué l'Allemagne, cette histoire de gaz. Et aujourd'hui, on a affaibli l'Europe parce que, ben, voilà. Pour moi, c'est le sens de l'histoire. On aime un monde bipolaire. Ils ont été très contents, les Américains. Ils ont tenu l'URSS pendant je ne sais plus combien d'années. C'est le jour où il y a eu Tchernobyl qu'ils ont dit bon, on va arrêter les conneries, on va laisser tomber le bloc soviétique parce que là, ça devient une catastrophe. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, chercher un autre ennemi, parce qu'on a besoin d'un ennemi pour être le dominant. Et c'était bien la Chine. Mais l'Europe, c'est lié, quoi. On est beaucoup plus lié qu'avant. Et ça plaît pas aux Américains. Pour moi, on est en train. À vrai dire, c'est une guerre qui est mais beaucoup plus géopolitique et beaucoup plus grande au niveau du monde pour dire aujourd'hui, il faut pas que les Européens soient indépendants. Ils n'en veulent pas. Ah bah les Américains n'ont aucun intérêt d'avoir une Europe forte. Hein. Et Chinois et Russes, bah, ça les arrange aussi. Et ça arrange tout le monde. Et le perdant, il n'y en a qu'un. Pierre, tu te rappelles, on avait dit, suivez l'argent. Ouais. Il n'y en a qu'un, c'est l'Europe. D'où ma question, est-ce qu'on va tenir ou pas? Est-ce qu'on sera encore plus unis après? Ou est-ce qu'on va se désunir? On verra. On verra. Ok. Mais pour moi, l'enjeu, il est là. Ça fait une grosse heure, voire peut-être deux, qu'on est en train de discuter. Vous voulez qu'on passe sur quelque chose d'autre ou... Bah écoute, peut-être que Xavier peut nous faire un petit point technique, si tu te sens... Ouais. Un petit point technique sur quoi? Bah, je sais pas moi, DAX, CAC, S&P, Nasdaq, ce que t'as dans ta botte. Ouais, j'ai le CAC, je peux partager le CAC si vous voulez, ouais, mais ouais. Histoire de donner un peu des... Maintenant qu'on a la tendance à peu près générale... Donc, attends, moi je finirais bien avec une rapide question quand même avec. C'est quoi vos anticipations, messieurs, pour ce quatrième trimestre? Richard, commence. Encore plus bas. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. Moi, je suis en configuration crack. Pour moi, c'est une configuration crack. Je pense qu'il y aura... J'ai pas l'amplitude. J'en sais rien. Alors Pierre, la dernière fois, tu avais dit une baisse de presque de 80%. Tu avais dit, ça avait fait hurler. Ça avait fait hurler les gens. C'est un crack en fait. Est-ce que tu maintiens ou pas Je maintiens. De toute façon, elle arrivera. Tôt ou tard, ça arrivera. Maintenant, si la Fed et la BCE commencent à arrêter de soutenir, en tout cas à arrêter d'injecter ce qu'elles injectent dans les marchés obligataires, c'est à ce moment-là que ça se passera. Je peux pas vous dire quel jour ça va arriver. Statistiquement, c'est généralement en octobre que les gros cracks arrivent. Hein. Je drop ça. Mais 80%, ça veut dire que le CAC à 1500, quoi. Ouais, bien sûr. Non, j'ai dit 80% sur le S&P. J'avais pas parlé du CAC. Mais effectivement... S&P, 3000, on va dire 4000, ça fait 1000 alors. Avec 1000, 800, 900, quoi, le S&P. Bah honnêtement, ouais, ça c'est... en fait, on est dans une optique de crack, quoi, comme le disait Ricardo. Là, moi, c'est pas une correction baissière que j'anticipe. Si vraiment la crise obligataire éclate, mais là, c'est la fin de tout. Là, on frise les marchés du crédit, de la dette. On va être dans une situation extrêmement dangereuse.
Oui, mais Pierre, si je peux me permettre, pour moi, elle va se déclencher cette crise de la dette qui va faire un krach boursier. Mais par contre, on aura immédiatement la réaction de la Fed. Bah, justement, c'est pour ça on est tenu par la réaction de la Fed. Mais le problème, c'est ça, c'est que Le moi, point bas, je ce le vois, sera je le vois de l'autre Powell façon. qui dira on interviendra. Moi, justement, je le vois de l'autre façon. Là, pour l'instant, on décote, on se rapproche des plus bas annuels, mais on n'est pas encore dans une configuration de sell-off, panique, etc. Non, D'accord? On est sur des performances négatives, certes, mais ça reste une baisse relativement. Alors, les baisses sont toujours plus rapides et sharp que les hausses, évidemment, mais ça reste plus ou moins graduel. On n'est pas dans un cas Covid ou de ce qui s'est passé en 2008, par exemple. Mais et je pense que cette situation-là, elle sera déclenchée par le fait que la Fed dira nous n'intervenons pas ou plus. Par contre, effectivement, tant qu'il y a cette incertitude, les marchés continueront à glisser latéralement. Et effectivement, si la Fed, là, par exemple cette semaine ou je ne sais quand après le NFP, commence à dire bon, bah voilà, on va faire comme en Europe, on va commencer à faire un programme de rachat d'actifs étendu, on va ramener de la stabilité dans les marchés obligataires, on veut éviter qu'ils se défragmentent. Là, effectivement, ça pourra soutenir le sentiment de marché, mais ça continuera le mécanisme inflationniste qu'on a eu jusque-là. Donc, en fait, c'est reculer pour mieux sauter. Enfin, Ouais, pas mais pour mieux sauter, Powell a dit reculer, mais- clairement que c'était l'inflation avant tout, quoi. Oui, bah, c'est ça d'ailleurs. C'est depuis le Jackson Hole que les marchés dévissent, si vous regardez C'est vrai. bien. Depuis 42 minutes du discours de Powell. Ouais. Parce que Powell, il a dit non, mais les gars, nous, on va continuer avec la hausse des taux comme des oufs. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais il a dit nous, c'est l'inflation à tout prix. Et il en a rien parce que c'est le premier rôle d'une banque centrale, c'est la stabilité de la monnaie. Et or, la monnaie, elle est tout sauf stable actuellement. C'est ça qui est marrant, c'est qu'en augmentant les taux, il veut baisser l'inflation, mais ça propulse le dollar sur des. Enfin, bon, Et c'est ce que je dis depuis maintenant quelques mois. Le médicament ne fait plus d'effet sur le malade. on est un camé qui a besoin de son shoot là. L'économie, c'est ça. Ouais, puis pour moi, le shoot ne marchera plus. Bah, le shoot marchera plus, et puis à un moment donné, le problème c'est que où est-ce que ça va aller? Parce que comme tu l'as très bien souligné, Richard, as parlé quand tu parlais de l'Italie, tu parlais de ratio dette sur PIB. C'est ça la donnée la plus importante sur les pays aujourd'hui. Ouvrez la dette sur PIB aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Mais c'est abyssal ce qui se passe. Le problème c'est qu'à un moment donné, on va se trouver dans une situation où comment ils vont la rembourser cette dette? C'est pour ça que Et ils vont l'effacer. mais non, mais tu peux pas effacer parce que si tu effaces une dette, si tu envoies le message à des investisseurs que maintenant ils peuvent emprunter sans risque, ils peuvent en fait qu'il n'y a plus de risque maintenant sur les marchés, c'est fini. Là, ça serait la fin du Mais ça a capitalisme. été fait, combien de fois ça a été fait? Des sociétés pour pas fermer dans des villes, on leur fait des cadeaux, Il y a des privatisations, il y a des nationalisations, pardon. Non, ça. Denis, tu as raison, mais c'est une question de timing. L'Allemagne a fait défaut, je ne sais plus combien de fois dans son histoire, et on considère que la dette allemande est la plus fiable du monde. Exactement. Alors que c'est l'Allemagne qui a défailli le plus dans l'histoire, quasiment. Enfin, hormis les L'Espagne, pays c'était pas mal exotiques. aussi. Hein. Le pays qui a le moins défailli de toute l'histoire, c'est la France. Ça fait 200 ans qu'on a toujours respecté notre signature. Ouais, c'est vrai. Mais je pense pas. Mais la Grèce, ils réempruntent sur les marchés, il y a du monde pour leur prêter. Les mecs ont déjà oublié la crise grecque. Enfin, donc tu vois, c'est une question de timing. C'est dans 10 ans, ils auront oublié quoi. C'est ce qu'ils ont fait avec la Grèce. C'est reparti en fait. Parce que c'est vrai que la Grèce, mine de rien, faut pas oublier qu'en 2012-2013, c'était fin de l'Europe, qu'est-ce qui se passe, Grexit, machin, tout ça. Là, Moi, j'avais pris du Et, dollar les Grecs physique à réempruntent sur les l'époque. marchés et ils trouvent du monde. Hein. J'avais pris du Ah, dollar bien physique, moi, à l'époque, hein, pour la Grèce. Hein. J'avais ouvert un compte en dollars et j'avais basculé mes euros en dollars, que j'ai pas touché d'ailleurs depuis. Et je suis très content, là, parce que j'ai fait une énorme plus-value. bah, félicitations. Merci, sans Bon, faire et exprès. Xav, on voulait lui laisser la parole, on l'a pas Oui. fait. Ouais, pardon, désolé, Xav. T'inquiète, pas de souci. Non, mais c'est super intéressant. Après, débattre de tous ces trucs. Enfin, c'est compliqué des fois d'avoir quelque chose un point de vue à donner en plus là-dedans parce que c'est tellement déjà complet que voilà, c'est. Non, mais Et- au niveau technique, au moins, est-ce que tu as des niveaux clés, toi, un peu que Ouais, bah, je peux partager. Moi, je peux partager le graphe du CAC. En plus, c'est assez limpide, quoi. Est-ce que je peux partager mon écran? En bas à droite. Ouais, je suis en train. Partage-le bon, fais gaffe. Hein. tu partages quoi comme marché? Le CAC. CAC. Attends, je vais me mettre en même temps dessus. On va faire un petit cadrage. Est-ce que vous voyez? Ouais. Vous avez
Tu l'as à l'écran là, le CAC? Ouais, mais enlève. Ouais, c'est bon. Enlève. Alors, faut signaler qu'on est vendredi matin. Ça Enlève. passe ce soir. Enlève. Oui, ouais, exact. La fenêtre. Ouais, celle-là, là. On est Ça, vendredi ça- matin et ça passe ce soir. Ok. Alors sur le CAC, ce qu'on peut dire, c'est que on avait quand même, mine de rien, on avait quand même bien anticipé avec les mousquetaires la chute depuis janvier qu'on a commencé les vidéos parce que en fait entre le plus haut et le plus bas, on a perdu quand même 21%. Et puis depuis on a un peu on avait ce cadrage là, cette compression sous une résistance oblique baissière. Qu'on a réussi à casser là cet été avec on parlait en début de vidéo du rebond des marchés qu'on a eu cet été là où on a gagné je sais pas une quinzaine de pourcents. On avait vu aussi le double bottom et avec on avait dit ça aussi. Ouais. Oui, ce double bottom. Je peux essayer de dézoomer. Le problème c'est qu'après on va plus très bon. Voilà, comme ça va. Et après, du coup, on a eu on a eu ce rebond cet été, plus la cassure de l'oblique qui a entraîné de nouveau des mouvements, plus des rachats de short. Après, on voit que les volumes étaient non plus pas. On constate sur le rebond de l'été, on voit que les volumes sont quand même nettement moins forts que ce qu'ils étaient, quasiment, je sais pas, 20% moins forts que ce qu'ils étaient il y a encore 2-3 mois, quoi. Et puis on a eu cette poussée haussière direction la MM200. On a touché pile poil la MM200 sur les 6600 points entre le 16 et le 17 août, qui correspondait pile poil aux 6600 points du 6 juin et du 30 fin mai début juin. Comme par hasard, c'était le point haut. Donc après, on va pas s'étaler sur le sujet, mais les gens qui disent que l'analyse technique ça ne fonctionne pas, voilà. Et puis retour maintenant, on fait ce qu'on appelle un pullback sur l'ancienne résistance oblique baissière qui devient désormais support. Et puis comme par hasard, on rebondit dessus. On a fait le point hier, on est en train de rebondir dessus. Moi, mon opinion, c'est qu'évidemment, ça va pas tenir. Alors là, mon scénario à court terme, c'est on vient chercher le gap à 6120, éventuellement contact MM7, puis on repart par le bas, on casse l'oblique et on ira direction les 5700. Qui est le gros, 5700, 5800, qui est le gros support à pas casser. Et puis, si on casse ce support-là, j'ai un objectif baissier dans un premier temps, qui est un objectif technique. C'est les 4997 points, on arrondit à 5000. Et si je dézoome, on a un gap ici qui date du 6 novembre 2020. Et je pense que... Voilà. Ça me fait bien parce que je l'ai en ligne de mire, ce 5000, je l'ai en ligne de mire. Là, tu fais voir en daily, mais tu peux te mettre en hebdomadaire. C'est aussi un gap hebdomadaire. Et gap hebdomadaire, dans l'histoire, ils sont toujours rebouchés. Et ouais, j'allais même dire, si on reste en plus encore en daily, on a encore après un gap un peu plus bas à 4700 si vraiment on veut se faire peur. Ouais. Et là, en plus, une belle mèche à 4007. Pourquoi pas. Alors là, le gap, on le voit pareil, il est ici en hebdo, donc le gap en hebdo, il est à 5000 points. Il est là, tac, 4998. Donc, moi, c'est mon objectif fin d'année, pour info. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis très d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ouais. En plus, c'est un ratio de 61,8%, si je dis pas de bêtises. Je crois que Karen, hier, elle a fait voir sur l'Ishimoku, c'était aussi cohérent niveau 4006 avec 5000. Il y avait eu un niveau Ishimoku aussi, oui. Et puis surtout, alors là, moi je suis très, je regarde beaucoup ce qui s'est fait parce qu'en fait, le passé t'aide à analyser un petit peu le passé techniquement parlant. Je parle pas au niveau des fondamentaux parce qu'on est dans une situation que l'humanité n'a jamais connue, économiquement parlant, etc. Mais au niveau technique, au niveau graphique, donc c'est ce qui retranscrit le mieux la psychologie de marché, la psychologie des intervenants. On constate un truc, c'est qu'on a eu un gap baissier en hebdo là, sur les 6495 le mi-août, là, fin août, la semaine du 22 août. Et la dernière fois qu'on a eu un gap baissier en hebdo, si je ne dis pas de bêtises, c'était avant le Corona crack. Et derrière, on a pris un petit moins 40% en ligne droite. Alors on n'avait pas eu un au début de la descente, là, en janvier, février, là. T'as pas un gap baissier, là? Ouais, si, il y en a quelques-uns. Il y en a eu un aussi ici à 6100 qu'on a ça, c'est un gap commun. C'est pas un gap qui gappe une zone clé, tu vois. Donc ils sont vite comblés ces types de gaps. C'est normal. Non, le gap de rupture, ce serait un gap qui pèterait ta moyenne mobile verte là. Exactement. Les derniers plus bas en fait. Ouais, voilà. 5760, ça c'est gap de rupture, c'est là qu'il se passera s'il a lieu. Tous en short.
Et ça va partir sec quand ça va partir. Un bon gap sous 5700. Ouais, 5750. On va voir ce qu'il en est. Ça, c'est le point là, clé, c'est 5700. Si on reste en hebdo, je veux dire là, dans les conditions actuelles, c'est évident qu'on va revenir tester, tester la MM200 là hebdo et puis la zone des 5. Enfin, c'est très évident. J'aime pas le terme est pas bon parce qu'on reste sur de l'analyse. Ça reprend bien le chemin, je suis d'accord. Ouais. Ça reste des probabilités, mais à ce stade-là, à ce niveau-là si on prend tout en compte, moi ça me paraît très probable. Et puis après, c'est la grosse. Si on casse cette zone par le bas, c'est évident que il sera du coup très probable. Ce sera un événement qui rendra probable le fait de revenir au niveau des 5000 points. Et puis après, je termine avec le mensuel. Et le mensuel, on a bien aussi, on voit bien là ce refus. On a bien ce refus là de réussir à repasser au-dessus de la M20 là qu'on a tenté le mois dernier et la M7 quoi. On a vraiment eu un gros échec dans cette zone là et puis maintenant on est clairement je veux dire on peut pas dire autre chose que baissier. Est-ce que tu bosses le DAX? I don't boss le DAX mais on peut essayer. Va le voir. Ouais, parce que le DAX lui, il avait titillé la M200 weekly déjà, je crois de tête. Va voir le DAX, tu vas comprendre pourquoi l'Allemagne est vraiment le sujet quoi. Déjà ce que je déjà sur ses plus bas. Ouais. Déjà, exactement, c'est ce que je constate tout de suite, c'est que parce que maintenant avec l'habitude, ça vient tout de suite, c'est qu'on a, on voit tout de suite là qu'on est déjà sur les plus bas au niveau du DAX, donc on a le signal que nous renvoie le marché, c'est que l'économie allemande, grosso modo, l'économie allemande va moins bien que l'économie française. Si on et la M200, DAX, ça fait longtemps qu'on rigole avec. Et la M200, on l'a cassé par le bas, alors que sur le CAC, on l'a pas non plus. Ouais, on n'y est pas encore. Ouais. Et en daily, c'est quand même vachement plus moche. Là, on avait aussi l'oblique qu'on avait cassé sur le CAC, qu'on aurait pu, grosso modo, qu'on peut dessiner comme ça sur le DAX, qu'on peut tracer comme ça. On n'a pas réussi à la casser et on a échoué dessus cet été. Voilà, donc rien d'autre. Là, on a vraiment le cas concret de comment l'analyse technique retransmet le sentiment de marché et le sentiment psychologique des investisseurs. Là, on a la question et parce que fondamentalement, on sait que l'économie allemande, par rapport à la situation actuelle, elle est moins bonne, elle va avoir moins de chances de tenir, elle va tenir moins bien que l'économie française. Et puis, ça se retransmet dans les graphes des indices qui représentent grosso modo l'économie des plus grosses entreprises de ces pays-là. Et le CAC, faut pas oublier que 25% du CAC, c'est LVMH et L'Oréal. Ah oui, et ça, c'est un truc. Alors, 25%. Moi, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment on peut avoir un luxe qui tient aussi bien, alors quand on sait que 30% de l'activité c'est la Chine et que on sait qu'il y a tellement de trucs qui tournent pas rond en Chine. Surtout que la Chine, c'est pas le pays qui est le plus connu pour être le plus transparent sur ce qui se passe à l'intérieur de son pays, sur ses données économiques, etc. Quoi. Moi, je me dis, il faudrait pas qu'il y ait une couille demain en Chine qui apparaisse, je sais pas. Il y en a déjà beaucoup. Il y en a déjà beaucoup. Et justement, raison de plus, je me dis, putain, une fois avoir un gros cadavre qui sort du placard, je sais pas, une vraie annonce de faillite d'un gros groupe, parce que pendant des mois, on a parlé de c'était quoi, c'était Evergrande. Evergrande. C'est pareil. Toujours pareil, Xav. C'est toujours pareil. La situation est toujours aussi grande. Oui. Mais c'est d'autant, c'est ce que du coup ça renforce ce que je dis. C'est d'autant, je comprends pas bien sûr, on est d'accord. Comment les mecs font pour payer du LVMH, du Hermès, du Kering dans ces conditions. Parce que je prends ma liste vite fait CAC. Juste pour terminer là sur cette histoire de luxe, c'est que c'est complètement pour moi irrationnel d'avoir ce niveau de, comment je peux dire, ce niveau de pas de valorisation, mais de se dire que le luxe tient tellement bien et tire tellement par le haut l'indice le CAC 40, parce que le luxe c'est 30% même plus de la pondération du CAC. Et puis on a LVMH là pendant le rebond qui allait à 6% de ses plus hauts historiques de son nouvel ATH. Et puis moi je trouve ça complètement disproportionné quand on sait à quel point le luxe dépend de la Chine et à quel point la Chine va mal, j'ai envie de dire, en ce moment. Je sais pas. Il y a tellement d'incertitudes sur ce marché-là, sur cette économie-là. Je ne comprends pas les gens maintenant qui investissent, qui achètent du LVMH. Je ne sais pas qui c'est, du Kering ou du Hermès ou de ce que vous voulez. Mais j'espère que vous ne serez pas dedans le jour où on a vraiment une news de merde que personne s'attend qui sort d'un placard en Chine, quoi. Ouais, mais le luxe, c'est les riches. Et puis c'est toujours pareil. Pendant la crise, cash is king. Donc les riches deviennent de plus en plus riches et pas de plus en plus pauvres. Donc non, mais on va rigoler le luxe s'il y a une fois une grosse crise sur l'économie chinoise, un truc qui vraiment s'emballe, type je sais pas ce qu'on a connu, parce que la Chine est désormais une économie capitaliste et elle a encore jamais connu un gros crack comme nous on a
connaître même en 2008 ou voilà quoi. Surtout quand on sait ce qui se passe avec l'immobilier là-bas et que l'immobilier en Chine, ça représente 30% du PIB chinois quoi. Ils sont en train de détruire des villes, hein. J'ai encore vu une vidéo cette semaine. Ouais, Ouais, il y a de ça, mais je crois que c'est des trucs qui datent un peu. Enfin, il y Je, a... ouais, je me demandais si c'était pas un truc fake. Ouais, c'est pour ça que je voulais pas le dire, mais bon, j'ai dit. Est-ce que Xav, tu peux mettre. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. Je Tu sais peux pas mettre si le donne-moi le code. MDAX. Tu tapes Le code. MDAX, tu vas trouver MDAX 50, normalement. MDAX 50 perf indice. Ok. Ah Alors, oui, ouais. pourquoi je te dis ça pour informer un peu les gens qui connaissent pas trop. Moi, je regarde toujours pour l'économie, vraiment pour vérifier si l'économie d'un pays est vraiment bonne ou mauvaise. Ou voilà, c'est plutôt les mid et pas les grosses valeurs du DAX ou du CAC, mais c'est plutôt le CAC mid and small ou le MDAX qui vont plus éclairer sur la santé du pays. Parce que c'est des entreprises plus petites et moins internationales. Voilà pourquoi je te demande de faire voir. Et regarde, voilà, je te laisse commenter graphiquement ce que c'est. Bah, c'est bien dégueulasse. Hein. Et quand je dis que l'Allemagne, ça dégueule de folie, on pourrait comparer. Et là, tu vois bien que c'est pas du tout la configuration du CAC 40, par exemple. Ah bah là, c'est un point clé. Hein. C'est le CAC 40 dans le futur, on peut se dire. C'est peut-être des indicateurs avancés. Ouais, bah là, il y a des chances que, en fait, on n'est pas loin on n'est pas loin, enfin pas loin. On a fait un beau chemin. On a fait un beau chemin. De faire. Ouais. Ouais. On est quand même sur un indicateur là de la santé allemande qui est passé de 36 000 à 24 000. On a divisé on a baissé de 33% quand même. Non, c'est clair. Donc, enfin voilà quoi, tout est dit. Les Allemands, de toute façon, ils sont très mal, même au niveau industriel. Hein. Les Allemands, c'est quoi? C'est l'automobile. L'automobile, c'est quoi? C'est les moteurs diesel. Et maintenant, ils vont être confrontés aux moteurs électriques, aux Chinois et aux Japonais et tout ça qui ont des meilleures voitures, qui sont plus au point au niveau des voitures électriques. Donc Disons que l'Allemagne, c'est quand même structurellement plus de l'industrie et c'est structurellement moins que la France en service. Et c'est pour ça qu'on a ces écarts, une influence du gaz, enfin des problématiques de gaz. Évidemment, matière première. C'est vraiment structurel. Hein. C'est vraiment structurel. Et tu as vu, hein, ça exprime bien dans le graphe. Hein. Je pense que Xav, tu as bien présenté les choses. On voit bien qu'il y a une grosse différence. C'est pour ça que je dis l'Allemagne. Ça fait un moment que je dis, mais barrez-vous, l'Allemagne, barrez-vous. Enfin, voilà. Ça reviendra. Par contre, ça va être intéressant parce que ça reste un pays qui est quand même des savoir-faire. Quand ça va s'arrêter, il y en a un qui va vous parler de l'Allemagne. C'est moi. Du savoir-faire, mais justement, ils ont un savoir-faire et ils ont un avantage de savoir-faire. Et maintenant, avec ces voitures-là, il ne sera plus de savoir-faire. Maintenant, ce sera juste un avantage économique. Mais ils n'ont pas que l'industrie automobile. Oh, ça pèse combien? Ça pèse lourd, mais c'est pas. Ça Il y a pèse pas très que lourd. Hein. Voilà. Ok. Ouais. Tu je vais reviens. faire une petite parenthèse. Tu départages, juste pour finir, tu départages, Yes. Xavier, avant de conclure. Je vais juste faire une parenthèse sur les indicateurs que les gens surveillent. Là, j'en ai donné un, le MDAX, qui n'est pas très connu. Et il y en a un qui est très connu, par contre, que je trouve qui est beaucoup plus influent et enfin qui est beaucoup plus intéressant depuis quelques mois et qui, à mon avis, sera un indicateur dans le futur intéressant. C'est le Bitcoin. Le Bitcoin a des mouvements anticipateurs hyper intéressants. Ouais, parce que le Bitcoin cote le week-end, on continue. Ouais, et je trouve que quand il décroche, enfin, il annonce des choses, quoi. Ouais, il est assez corrélé. Je suis assez d'accord. Et un poil anticipateur. Et ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Si tu arrives à voir avant quelque chose, bah, tu devines que tu gagnes. Et pour moi, le Bitcoin devient intéressant. Comment t'expliques ça, Ricardo? Pour moi, il est totalement dépendant de la masse monétaire en général et des injections monétaires. Il l'a prouvé en montant et il est en train de le prouver en baissant. Ouais. Tout bêtement, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est le Bitcoin? Hormis, alors attention, les trolls, là, vous oubliez ce que je vais dire, mais globalement, il ne représente rien. C'est quoi un Bitcoin? C'est un espoir de quelque chose. Bon, je ne dis pas que c'est injustifié. Comme la monnaie, hein. Oui, voilà. C'est de la confiance, quoi. C'est de la confiance. Les gens ont confiance dans le Bitcoin, ils achètent en Bitcoin. Enfin, ils achètent, il y a peu de choses. Mais il est un actif. Il a des corrélations avec certaines choses. Et moi, je trouve qu'il se corrèle de plus en plus avec le réel et avec un petit peu d'anticipation. Tu m'intéresses. C'est vrai, mais je suis assez d'accord. Moi, je pense qu'il suit beaucoup le Nasdaq et l'avantage du Bitcoin, c'est qu'il code 24-24 et le week-end. Donc, en fait, c'est normal que le Nasdaq suive le Bitcoin le lundi parce que le Nasdaq n'a pas coté. Naturellement, c'est pas ce qu'il devrait être, le Bitcoin, et c'est ce qu'il n'était pas avant. Il l'est devenu. On a toujours eu l'idée Il est devenu avant. depuis que les gros sont rentrés dedans.
depuis qu'il est coté au CBOE, etc. Voilà, mais il aura peut-être un comportement relativement différent si jamais il y a une crise de la dette qui se produit, où tu auras des investisseurs qui auront de moins en moins de confiance envers des monnaies qui sont, entre guillemets, manipulées par des banques centrales, chose qui n'est pas le cas sur le Bitcoin, par exemple. C'est manipulé par les algos, c'est pas pareil. La banque centrale, elle fait diminuer la valeur de ton euro aujourd'hui. Et à un moment donné, peut-être que certains investisseurs seraient tentés de se tourner vers des actifs qui ne sont pas liés à ces politiques-là ou à des dettes. On le verra, dans le futur ce qui va se passer. Mais effectivement, c'est des actifs très intéressants. Donc, belle conclusion, Pierre. On va arrêter là, parce que je vois que sinon, on a pour la nuit. On finit l'actualité. Richard, t'ouvres une chaîne ? Oui, ça se prépare. Donc ça veut dire que c'est quoi le prochain rendez-vous, c'est sur la chaîne de Richard ou comment ? Bon, deuxième actualité, Xavier, c'est quoi Pas d'actualité particulière. Ok. Donc, moi non plus. Tu viendras présenter ta chaîne sur Pépitor, Richard, quand tu... Et puis attends, je suis en train de travailler pour que ce soit pas trop ridicule, donc... mais on sait toujours que tu prépares bien les trucs, ça va le faire. Ouais, entre préparer et faire un truc qui plaise, il y a encore du travail. Pierre, Active Trade, toujours le broker numéro 1. C'était quoi alors il n'y avait pas de frais sur les actions sans levier. C'est toujours de l'actualité ? Oui, pas de frais sur les actions sans levier. En fait, pas de frais. C'est-à-dire qu'il y a toujours un spread de marché, mais sur lequel l'Active Trade ne prend rien. Il n'y a pas de commission. Aucun frais caché, rien. Pour le trading sur actions sans levier. Mais enfin, moi, ce qui m'excite le plus là pour cette fin d'année, ça reste quand même le salon de Pépitor. Oui. Le salon du mois de novembre, sur lequel j'aurai justement l'occasion de enfin rencontrer les trois autres mousquetaires en vrai, en chair et en os, comme on dit. Ouais. Donc, il reste 2 places. J'ai réussi à avoir une rallonge en fait. Il reste 2 places. Ouais. Il reste des places ? Il me reste 2 places. J'ai vraiment hâte. C'est parti tellement vite, toutes ces places. On sent qu'il y a un engouement. On sent que. C'est dommage. J'aurais bien voulu en mettre un peu plus. Mais après, c'est un premier événement. C'est le premier, voilà. Je veux que ce soit qualitatif et que on n'a pas margé. On voit que c'est qualitatif. Et on va être 40 et ce sera. Très bien. Ce sera et il y a la pression entre les intervenants. Là, il y a une pression qui n'est pas dite. Mais il y a des gens qui ont déjà bossé leur contenu et il y a une pression à la qualité. Pierre, il m'a pas encore donné le titre, alors on m'a dit la pression. Je te l'ai donné. Il a au comptoir la pression, Pierre. Christophe, il a déjà bossé ses slides et tout ça. Il y a la pression. On a intérêt de costaud en présentation, les gars. Non, ça va le faire, Et Active Trade, TradingView aussi. C'est quoi la question ? L'actualité, on trade sur TradingView avec Active Trade. Oui. Absolument, ouais, tout à fait. Okay. Ça fait un petit moment maintenant, mais effectivement, via les plateformes Active Trader, ouais, tout à fait. D'accord. On a tout l'interface TradingView avec les indicateurs, tout ce qu'il faut, toutes les fonctionnalités. Okay. Donc, tout ça sous la vidéo, les liens, etc. Ouais, évidemment. Et puis, de toute façon, on répondra aux commentaires. S'il y a des questions, il n'y a aucun problème. Avec plaisir. D'accord. Bon, on a été un peu plus long que d'habitude. Ça a été très technique. Vous me direz si ça a été trop technique. C'est la rentrée. C'est la rentrée, il fallait. C'est la rentrée. Non ? Voilà. Ouais. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. J'ai oublié, jusqu'à dimanche, il y a une promotion sur le salon de Michael Landreau et de Tino. Donc 10 ou 15% de réduction, je crois, ou 20%. Jusqu'à dimanche. Je sais combien c'est, mais j'ai pas le pourcentage, j'ai pas fait le calcul. Donc jusqu'à dimanche soir, minuit. Voilà. Donc si vous avez aimé, les pouces bleus, les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, faites sonner la cloche. Merci Xavier. Merci à tous. Merci à toi Denis pour cette invitation. Et merci Richard. Merci les gars. Et puis c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. On fait quoi ? On s'en refait une avant le salon ? Si on essaie de s'en faire une, ça va être compliqué parce qu'on va recevoir les participants dans l'après-midi. Mais ça pourrait être sympa d'en faire une en live dans le salon de l'hôtel, par exemple. Avec grand plaisir, ouais. Mais il faudrait que vous arriviez le matin, alors.
En mode conférence de presse, un peu comme tu sais. Mais faudrait que vous arriviez le matin, comme ça on fait ça le matin avant la réception des. Je vais tout faire pour. Je m'en occupe cette semaine de booker tout ça. Ouais, je te bah alors confirme. venez vendredi le plus tôt possible. Comme Vendredi matin ou jeudi soir éventuellement. D'accord. On verra. Ok. Je te tiendrai au courant, Denis. Merci Xavier. Merci Merci à à tous. Ciao, C'était ciao. un plaisir de vous revoir. Allez, Ciao. ciao. Ciao.